commencé à tout me prendre, tout ce que j'avais. Donc déjà, moi, j'avais plus rien. Je me suis retrouvé à la rue, la société pliée, faillite. Les huissiers qui viennent prendre ce qu'il y a à prendre. Et je me suis retrouvé avec un sac à dos. Je suis passé de milliardaire 18 mois plus tôt à plus rien. Le plus important dans l'entrepreneuriat pour moi, c'est la construction. C'est ce qu'on va apprendre, ce qu'on va chercher. C'est pas juste d'accumuler de l'argent. J'étais milliardaire en dollars et je ne savais rien de la vie. Je ne savais rien du business. J'étais bien moins bon que ce que je l'ai été 3 ans plus tard. Et à un moment, on est encore plus riche de ces expériences plutôt que sur le compte en banque. Il faut démarrer par un rêve. Et le plus important, c'est le plan que tu as derrière. C'est la capacité à exécuter qui fait 100% de la différence. Je le dis quand même, et c'est pas grave. J'ai le courage de le dire, qu'effectivement. Salut JC, ça va? Salut Alec, très bien. Bah écoute, JC, Jean-Christophe, ça fait super plaisir de t'avoir ici sur le podcast Le Déclic. Je t'ai rencontré il y a de ça maintenant quelques semaines. Et lorsque j'ai écouté le récit de ton parcours, je me suis dit, il faut absolument qu'il soit présent sur le podcast. Donc merci d'être présent ici. Tu es entre 2 avions. Tu me disais tout à l'heure que tu voyages beaucoup. Tu fais 5 pays par semaine en ce moment pour gérer justement les différentes équipes de ton groupe. Je vais rapidement te présenter, puis ensuite on va enchaîner directement avec les questions qu'on a préparées pour toi. À seulement 23 ans, tu deviens le CEO d'une agence web à New York qui est valorisée 10 milliards de dollars. Malgré ça, 18 mois plus tard, à 25 ans, tu perds tout, tu te retrouves à la rue, SDF, suite à un retournement de fortune. Tu ne t'arrêtes pas là, puisque tu fonderas quelques temps après Adneum Technologies, une activité de conseil et d'intégration de logiciels financiers que tu revendras ensuite pour fonder Wemanity, qui changera ta vie. Wemanity que tu développes encore aujourd'hui, qui est du coup leader européen de la transformation agile et digitale, fondée en 2013, aujourd'hui présente dans plusieurs pays en Europe et pas que, en France, en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Maroc également. C'est une entreprise innovante qui guide les organisations dans leur transformation digitale, travaillant avec les plus gros acteurs du marché comme EDF, Louis Vuitton, BNP Paribas, Total, Bosch ou Nike pour ne citer que. Ça génère un chiffre d'affaires énorme de 78 millions d'euros, en pleine croissance, plus de 600 salariés à travers le monde, une dizaine de startups également sont présentes dans l'écosystème Wemanity, qui est un écosystème qui te tient à cœur. Tu es aussi le cofondateur de WeWise, qui aide justement les entreprises à exploiter le plein potentiel de leurs données et à innover grâce à l'intelligence artificielle. Tu as été aussi en co-création de plus d'une trentaine de startups dans ta carrière, été une force motrice derrière des événements comme Spark the Change et d'autres visant à unir et inspirer les professionnels à travers divers domaines. La liste est longue et on va le découvrir au travers de cet échange. Il y a énormément de rebondissements, des hauts, des bas, des leçons qui sont juste dingues. Mais avant de démarrer, avant de devenir justement l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, tu as débuté dans la finance au départ, à New York avec un parcours fulgurant. Cela semble presque surréaliste lorsque tu le racontes pour un jeune Marseillais parti de tout en bas qui se retrouve à New York justement et qui est face à Wall Street. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le monde de la finance et comment as-tu vécu cette transition radicale passant de l'école de commerce à la frénésie de Wall Street ? Déjà, ce qui m'a poussé, il y a plusieurs choses. Déjà, à l'époque, le cinéma, c'est vrai que j'étais un grand fan de cinéma. Et à l'époque, les films Wall Street et autres, c'est vrai que j'étais baigné là-dedans. Les années 80, c'est ma génération. Et dans les années 80, c'est vrai que c'était la finance était reine. Donc c'est vrai qu'on voyait avec tous ces films comme aujourd'hui... on va voir sur Netflix tout un tas de choses qui vont pouvoir guider des vocations. Moi, ce qui guidait ma vocation, c'était aussi le cinéma et notamment Wall Street. Et je m'étais dit, ma carrière, soit je la ferais en finance, soit je la ferais dans la production télé. Et il se trouve que par concours de circonstances, j'ai plutôt atterri dans la finance, par relation, par des amis. D'abord à la Bourse de Paris, et puis après, j'ai trouvé l'expérience intéressante et j'ai basculé direct sur une société en fusion-acquisition à New York, à Wall Street. Et voilà, c'était la folie. C'est vrai que pour un jeune Marseillais, c'était toute une frénésie new-yorkaise qui était canon. Ouais. Ta jeunesse et ton audace, justement, semblent avoir été des éléments catalyseurs, justement, de la création de toutes ces opportunités. Or, aujourd'hui, souvent, les gens n'osent pas forcément, tout simplement, n'osent pas faire preuve d'audace, n'osent pas faire preuve de courage, alors que toi, justement, ça t'a permis d'avoir cette ascension fulgurante et rapide. Qu'est-ce qui fait
que ça t'a construit dans ta vie, justement, cette envie, cette rage, ce feu que tu as en toi pour aller vite et pour toujours passer à l'action? Alors déjà, je viens d'une famille de commerçants, donc c'est vrai que tout le monde bosse beaucoup et tout le monde effectivement arrive à ses fins. Et c'est vrai qu'à l'époque, on parle d'une génération où il n'y avait pas vraiment d'entrepreneurs à l'époque. À part les entrepreneurs dont on a vu la série récemment avec Bernard Tapie, en Italie Berlusconi. C'est vrai qu'il n'y avait pas de figure de l'entrepreneuriat qui était parti de rien et qui réussissait. Ouais. Et c'est vrai que moi je voulais, lorsque j'avais vu ça à l'époque, en tant Marseillais, donc l'ascension de Bernard Tapie. Après, avec tout ce qu'il a fait, on peut aimer ou pas, mais c'est vrai que, en tout cas, ça montre aussi, ça donne une voix qui aujourd'hui, on voit qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'entrepreneurs. À l'époque, c'est quelque chose qui n'existait pas. Je sais que j'étais quasiment le seul de ma promo sur plusieurs centaines d'étudiants à Montpellier, à Subdeco Montpellier, à vouloir être entrepreneur. Donc, alors qu'aujourd'hui, je pense que dans toutes les écoles, tout le monde veut être entrepreneur, ou beaucoup. À l'époque, j'étais un des premiers, et c'est vrai que ce qui m'a donné aussi cette rage d'y arriver, c'est que je viens d'un milieu quand même assez modeste, de voir mes parents qui ont toujours beaucoup, ma famille a toujours beaucoup bossé pour moi. C'était pas une option de ne pas bosser et de ne pas y arriver. Et puis après, je suis rêveur, et c'est vrai que j'ai toujours voulu changer le monde. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis 25 ans. D'abord sur le digital, après sur les méthodes de travail grâce à l'agile, et puis peut-être demain dans d'autres métiers. Mais en tout cas, vraiment changer le monde, changer la façon de faire, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et puis après, c'est aussi, j'ai été baigné à partir du début de ma carrière par toutes les startups et justement le début des entrepreneurs de la Silicon Valley. C'était le début des Bill Gates, Steve Jobs et autres. Et c'est vrai que j'ai voulu rentrer dans cette mouvance aux États-Unis qui existait, mais qui n'existait pas en Europe. Et c'est après, quand je suis arrivé en Europe, où j'ai fait partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui voulaient changer le monde, changer les choses, et qui ont fait qu'on y est arrivé. En tout cas, on est arrivé à faire changer les mentalités. Et c'est quelque chose que j'essaie encore de faire aujourd'hui et qui transforme une société. Ouais, complètement. Et tu le soulignes très très bien. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est assez à la mode. On le voit notamment avec les séries que tu as évoquées, d'autres, mais aussi le nombre de personnes qui veulent se lancer. On a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, et souvent, en France en particulier, c'est assez drôle parce que l'échec est mal vu, mais la réussite aussi. Pourtant, c'est souvent dans les échecs qu'on apprend le plus. Et une de tes premières expériences lorsque tu arrives à New York, justement, tu es dans ce business qui d'un coup est valorisé à 10 milliards de dollars. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette phase de ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Comment on en arrive à passer de Marseille à cette boîte qui est valorisée 10 milliards? Et ensuite, du coup, quelles sont les choses qui se mettent en place? Mais déjà, comment je suis passé? Bon, déjà, à la base, j'ai à Marseille, j'avais déjà la bosse, on va dire, du business. Donc, très vite, dans le sud, étant jeune, je mixais, j'organisais des soirées. Grâce à ça, ça m'a permis aussi de bien vivre aussi à cette période-là. Et ensuite, de me retrouver effectivement après, pendant une école de commerce que j'ai terminée bien plus tard, où effectivement, j'ai arrêté pour me retrouver... suite à mon stage à la Bourse de Paris, pour me retrouver à New York, en finance. Très vite, en finance, je vois la folie Wall Street. Bon, au début, ce qui me donne la rage, c'est que j'ai la qualité, ou en tout cas l'avantage de base d'être un peu nul en tout. Okay. Mais par contre, j'ai un mindset qui fait que, justement, je m'accroche et que j'ai compris très tôt que le travail, l'acharnement, c'était 95, 98, 99,9% de la réussite en fait. Et que justement, pour arriver à réussir, ce que j'aime moi, c'est progresser, c'est de m'améliorer et d'être le meilleur dans tout ce que je vais faire. Et c'est cette rage de devenir le meilleur qui a fait que je suis arrivé, je parlais pas anglais. À New York, aujourd'hui, tout le monde parle anglais, ou la majorité des gens parlent anglais. À l'époque, c'était rare les gens qui parlaient anglais, et moi, je faisais partie de ceux qui étaient nuls en anglais. Donc, je suis arrivé à New York, je parlais pas un mot, ça m'a pris du temps. J'étais tout en bas, j'ai démarré un stage. Rapidement, je suis arrivé à monter les échelons, à apprendre la langue, à comprendre la finance. Bon, finance d'entreprise, quand on a fait un an et demi d'école de commerce, on n'est pas prêt non plus à rivaliser avec des gars qui avaient fait Harvard, qui étaient tous des surdiplômés américains, qui étaient au même niveau que moi. Et puis voilà, à force de bosser jour, nuit, week-end, d'apprendre et de monter et de montrer cette envie de réussir. Et il se trouve qu'effectivement, par contre, aux États-Unis, là où j'étais, j'ai eu l'avantage que bosser beaucoup, c'est normal.
Et vouloir réussir, c'est normal aussi. Et réussir, c'est bien vu. On le dit toujours, c'est pas une nouveauté, ça fait des décennies. Que réussir, c'est bien vu et tout le monde a envie de ressembler à ces icônes. Tout le monde a envie de réussir et c'est très bien vu de réussir. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai tout donné pour y arriver. Et puis très vite aussi, on va courir d'opportunité en opportunité. Moi, déjà à Wall Street, je pensais que j'étais arrivé, ça y est, j'étais arrivé à la réussite en étant à Wall Street. Et puis après, c'était aussi le début des startups. Là aussi, le tout début, où c'était la frénésie. À ce moment-là, il y avait des investisseurs, là où avant, si une entreprise ne gagnait pas d'argent, c'était dur d'investir. Mais là, les investisseurs investissaient dans des startups, dans des restaurants, sur des nappes, avec des montants, en disant, OK, je te fais un chèque de 100 000, 500 000, 800 000, 1 million, voire plus. Et c'est vrai que c'était une folie. À l'époque, on appelait ça la folie des dot-com. Et du coup, il y a une des startups dans laquelle on devait investir parce que à l'issue effectivement de cette phase, au début de fusion-acquisition, après un fonds d'investissement s'est monté, c'est une activité VC. Dans cette activité VC, je suis rentré, j'ai failli investir dans cette startup aux côtés d'une des plus grandes agences de communication internationales. Et il se trouve qu'au final, l'investissement s'est pas fait. C'est une startup qui faisait du design. Et très vite, je suis arrivé, je suis rentré dans cette startup-là pour développer toute l'activité e-commerce à une période où l'e-commerce n'existait quasi pas, sauf quelques pure players de l'époque. Et en gros, rapidement, je suis arrivé, on m'a propulsé à la tête de cette société. En tout cas, le fondateur m'a dit, OK, devant tout le monde, il a réuni toute son équipe et il a dit, this guy is going to be my brain. Et he's going to be the new CEO. Et du coup, je suis arrivé, j'ai développé alors que j'étais tout jeune. Ça aussi, en France, ou même aujourd'hui, je peux même pas l'imaginer. À l'époque, ça s'est fait. Et très vite, il m'a donné des parts de la boîte qui s'est très vite valorisé. On a commencé à faire plusieurs des premiers sites e-commerce du monde. À l'époque, par exemple, le site de Tiffany.com, c'est nous qui l'avons fait, et plein d'autres sites, notamment dans le domaine du luxe et de la banque. Parmi les premiers sites e-banking aussi, pour Republic National Bank aussi. Pour un non-pure player. Et en fait, très vite, on a commencé à avoir beaucoup de startups qui venaient nous voir dès qu'elles étaient financées, beaucoup de grands groupes aussi qui venaient nous voir. À l'époque, effectivement, les sites web se facturaient, un site web e-commerce facturait plusieurs millions d'euros. Et ça marchait très bien. Et du coup, la société, je suis arrivé, on était une petite vingtaine. Et 18 mois plus tard, on était 500. Donc, ça recrutait à tour de bras, ça se développait, ça marchait bien. Et c'était la folie des dot-com. Et du coup, rapidement, à l'époque, on a eu une banque d'affaires, JP Morgan, qui était venue nous voir pour nous faire entrer en bourse. Et c'est là où notre valorisation était, on pensait que ça allait se chiffrer. Potentiellement, à l'époque, on était déjà plusieurs centaines de milliers de dollars. Et la valorisation des sociétés de l'époque, qui s'appelaient Agenti.com ou Razorfish, qui ont toutes été rachetées depuis, ou Viant, Scient, toutes ces sociétés-là, qui étaient les premières agences web, étaient déjà valorisées autour de ces milliards, 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, 15 milliards, alors qu'on faisait plusieurs dizaines de milliers de dollars de chiffre d'affaires. On ne faisait pas des milliards. Et c'est là où c'était vraiment la frénésie d'Internet et où là on se prenait, en tout cas je me croyais roi du monde à ce moment-là, comme beaucoup de start-upers aussi qui cartonnaient à cette période. Et justement, là le marché est complètement décorrélé de la réalité au moment où tu me l'évoques. C'est super intéressant justement de voir tout ça et de se dire, ok, donc là tu as 23 ans et tu rentres au capital, on te donne des parts 40% d'une boîte justement qui va être valorisée, qui est valorisée 10 milliards théoriques sur le papier, et surtout il y a une grosse croissance. Avant qu'on passe à la suite, avec le recul que tu as aujourd'hui, tu as vécu à plusieurs reprises des phases de croissance relativement rapides, accélérées même. Quels seraient les différents conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent sur comment réussir à vivre et absorber des phases de croissance très rapides dans leur business? Déjà, la première, je vais dire, démarrer sans argent. Pour être créatif et pour aller chercher du chiffre d'affaires et aller chercher de la marge et de l'EBIT. Le plus important, c'est ça. Et moi, à ce moment-là, en tout cas celle-là et la société même d'après, où je passais effectivement beaucoup de temps à regarder, justement, faire rentrer du chiffre d'affaires. Dites-vous que j'aime bien une phrase que j'ai entendue récemment, Revenues is vanity metric. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, c'est un critère d'ego. Ce qui compte le plus, c'est l'EBIT à la fin de l'année.
c'est-à-dire la rentabilité. Donc, si vous faites un business, allez chercher la rentabilité. Ne passez pas votre temps à aller chercher des fonds. Les fonds, c'est après. Si vous avez un business où vous avez besoin de beaucoup d'argent pour démarrer, faites un business ou débrouillez-vous pour que vous allez pour aller vous-même chercher cet argent-là dans la marge que vous allez réaliser. Et après, une fois que vous avez validé le modèle et que le modèle est capable de gagner de l'argent, après, allez chercher des fonds pour scaler. Les fonds, c'est pour scaler quelque chose qui réussit. C'est pas pour démarrer une activité. Ou sinon, vous faites fausse route. En tout cas, là aussi, dans tout ce que je dis aujourd'hui, dans tout ce que je vais dire, ce sont mes recettes à moi. Après, il n'y a pas une recette universelle. Chacun peut réussir à sa façon. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu et de ce que je vois depuis 25 ans, le meilleur moyen, c'est de démarrer sans rien, d'aller chercher son chiffre d'affaires, d'aller chercher sa marge, d'aller chercher son bénéfice. Et ensuite, une fois que ça marche, et que vous pouvez montrer que vous réussissez quelque part sur un périmètre géographique, sur un domaine d'activité, après, vous pouvez aller chercher des fonds pour scaler si vous avez besoin de ces fonds-là. Lever n'est pas jouer. Donc, c'est pas parce et surtout, c'est pas parce qu'on a levé de l'argent qu'on se dit ça y est, j'ai gagné de l'argent, ça y est. On parle potentiellement d'investisseurs avec qui vous êtes, qui eux ont pour objectif, eux, de gagner de l'argent. Donc après, c'est extrêmement important de ne pas se tromper. Et vous pouvez avoir des sociétés valorisées des millions, des dizaines de millions, des milliards. Au final, ce n'est pas votre argent. Et vous regardez ce que vous avez sur le compte en banque à la fin du mois. Et regardez ce que vous générez aussi en termes de bénéfices. Et ça fait la différence. Et tout business n'a pas besoin de lever de l'argent non plus. Vous pouvez aussi scaler par vous-même. Et ça, pour moi, ça fait partie en tout cas des take-away, des éléments principaux que je peux aussi te dire aussi comme retour d'expérience intéressant. Ouais, c'est super intéressant et surtout que tu l'as vécu à 2 reprises justement. Donc vraiment bootstrap au départ son business et ensuite voir si on a besoin d'une levée pour accélérer. Donc là, tu as 23 ans, c'est l'effervescence, c'est la folie, ça monte, tu as une proposition, etc. Quand JP Morgan vous contacte justement ou se rapproche de vous pour valoriser cette entreprise et la faire entrer en bourse avec une valeur de 10 milliards, théoriquement, sur le papier, tu passes d'un jeune homme de 23 ans plein d'ambition qui arrive à New York et qui a faim, qui a envie, à milliardaire. Milliardaire en dollars. Ouais, milliardaire en dollars, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe dans ta vie ensuite? Déjà, c'est la première fois de ma vie à ce moment-là, je pense que ma tête, elle explose. Parce que déjà, en étant à Wall Street, quelques mois avant, allez, un an et demi avant, déjà, j'ai un peu la grosse tête à ce moment-là, parce que même si je connais mes origines, même si je sais d'où je viens, à ce moment-là, voilà, quelques mois avant, je suis à Montpellier, un peu de temps avant, je suis à Marseille, et ma vie n'a aucun rapport. Voilà. Et là, je me retrouve dans cette effervescence-là, et je me retrouve milliardaire en dollars, plus que ce que je n'avais imaginé à la fin de ma vie. À cette époque-là, je parlais d'entrepreneurs. Il y en avait quelques-uns. À l'époque, Richard Branson faisait partie, son bouquin, le bouquin qu'il avait écrit à l'époque, c'était un de mes bouquins de chevet et c'était un des seuls entrepreneurs, comme j'ai dit, entrepreneur anglais. Il y avait en Italie Berlusconi, en France, il y avait Tapi avec les hauts, les bas, toutes les histoires. Donc, c'était moi, me retrouver milliardaire à ce moment-là, c'est vrai que... je dors plus, je bosse tout le temps, de toutes les manières. Je ne sais même pas comment dépenser l'argent que j'ai à ce moment-là, à tel point je bosse. Et c'est vrai que je me dis, ça y est, j'y suis arrivé. Or, je n'ai que 23 ans. Et à ce moment-là, je me rêve un roi du monde. Vu l'âge que j'ai, vu le marché, je me dis, il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Ça y est, je touche plus terre. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, tout ce que je vais toucher va se transformer en or. Parce que en finance, j'arrive, ça cartonne. L'agence, on arrive à signer des deals 2 millions, 3 millions de dollars en quelques heures pour lancer des sites. On va sur des réunions, tac, on arrive, on montre ce qu'on a fait, on signe. Même aujourd'hui, 25 ans après, avec tout mon background, pour signer des projets à 2 millions d'euros, ça en prend plusieurs mois. Ouais. Ça peut prendre 6 mois, 9 mois, 1 an. J'en signe, mais c'est très long. À l'époque, ça se fait en 1 heure, 2 heures. Mais c'est aussi le retour d'expérience. C'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et qu'à un moment, les corrections de marché, elles sont toujours là. On l'a vu récemment avec les cryptos. Je dis pas que c'est mal, mais à un moment, ça ne peut pas aller si haut. Ouais. Il faut qu'il y ait du tangible. Il faut que derrière, il y ait quelque chose qui soit réel. Et à ce moment-là,
tout ça n'était pas réel, ce n'était pas une normalité. Donc c'était évident qu'une correction de marché allait arriver, plus ou moins violente. Elle a été très violente, mais c'était normal. Quelques mois avant, j'investissais aussi, voire à ce moment-là, j'investissais tous les jours dans ce qu'on appelle des IPO. Il y avait un site à l'époque qui nous permettait d'investir quelques jours avant dans l'IPO, et les sociétés faisaient leur IPO, et dans la journée, elles étaient sursouscrites, et la croissance, elle pouvait faire 100, 200, 400% dans la journée. Et on pouvait revendre le lendemain. C'était donc du coup l'argent que je gagnais, je le mettais là-dedans, je voyais que ça grandissait, et c'est vrai qu'à ce moment-là c'était une vraie euphorie, et c'était une euphorie anormale. Ce n'est pas normal d'investir sur une start-up à 9h du matin lorsqu'elle entre en bourse, une start-up qui fait peut-être 2 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais qui est valorisée 4 milliards, qui perd 50 millions de dollars, et c'est pas grave, à la fin de la journée on a fait une mise en x3, x4, ce n'est pas la réalité. Et à ce moment-là, je croyais que c'était la réalité. C'était ma réalité du jour et du moment. Mais ce n'était pas la réalité, en fait. L'argent, on le sut. L'argent, ça prend du temps à gagner. Et vouloir gagner de l'argent vite, ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment, on est toujours rattrapé par la patrouille. On peut être rattrapé au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Mais comme on voit tout le temps, en fait, souvent sur LinkedIn ou sur d'autres sites, on voit un iceberg et on voit juste le haut, et on dit la réussite, c'est ça. Et derrière, tout le travail, c'est ce qu'il y a derrière. En fait, il faut apprendre aussi. À ce moment-là, je ne savais rien. J'étais milliardaire en dollars et je ne savais rien de la vie. Je ne savais rien du business. Ok, je signais des contrats, mais signer un contrat en 1 heure de 3 millions, j'étais bien moins bon que ce que je l'ai été 3 ans plus tard, et 5 ans plus tard, et 10 ans, et 20 ans plus tard. Je ne savais rien. Je savais, ok, je pouvais faire rêver, mais ça n'allait pas plus loin. D'ailleurs, j'étais moi-même dans un rêve. Donc, j'ai fait des choses extraordinaires à ce moment-là. Mais c'est vrai que il ne faut pas être obnubilé non plus par les valorisations. Il ne faut pas être obnubilé non plus par le fait de devenir riche rapidement. On peut vouloir devenir riche, même si l'argent n'est qu'un moyen. L'argent, on ne peut pas manger de l'argent, on ne peut pas s'habiller en argent. Ce n'est qu'un moyen. Il faut voir pourquoi, en 2 mots, on veut devenir riche. Mais à la limite, pourquoi pas. Mais si ça se construit, le plus important dans l'entrepreneuriat pour moi, c'est la construction. C'est ce qu'on va apprendre, ce qu'on va chercher. C'est pas juste d'accumuler de l'argent. D'ailleurs, tous les entrepreneurs qui ont réussi, plus ou moins, ils diront c'est bien, mais à un moment, c'est mieux d'apprendre. Et à un moment, on est encore plus riche de ces expériences et de ce qu'on a appris plutôt que ce qu'on est riche sur le compte en banque. Ouais, complètement, je te rejoins. Et justement, après cette phase, il y a une des premières plus grandes crises du coup, de ton existence. Il y en a eu 3, on va les évoquer. Donc, tu passes de milliardaire en dollars à 18 mois plus tard, SDF. Tu l'évoquais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment tu passes du sommet à tout en bas? Est-ce que tu as prévu 12 heures pour le podcast? Bon, en gros, avec le Covid, c'est même 4 crises que j'ai vécues. Ouais. Et les 2 ont été très rapprochés. La première, c'était la crise des dot-com, mai 2000. Ouais. Fin mai 2000, où justement, je suis valorisé plusieurs milliards. On doit faire l'introduction en bourse normalement en juin 2000. Juin-juillet, on est en train de faire les roadshows, etc. Et là, fin mai 2000, boum, crise des dot-com, la bourse s'effondre. Toutes les startups c'était l'époque d'une société qui s'appelait Boo.com, voilà, et qui devait être une plateforme mondiale, d'ailleurs avec qui on travaillait, une plateforme mondiale de la vente de produits de mode, lancé par 2 Scandinaves, et au final ça s'écroule. Je crois qu'ils avaient levé plusieurs centaines de millions de dollars pour une boîte qui n'était même pas créée, qui était en cours de création, qui n'avait même pas fait son site. Ils étaient venus nous voir et on parlait de lancer un site. Nous, on était sur des budgets à 10-15 millions de dollars pour lancer le site. Donc, c'était une société qui passait dans la presse et tout ça. Et ça a été la première à se prendre un premier coup derrière la tête. Et toute l'industrie, après, ça a été un effet domino où tous les investisseurs ont commencé à dire mais c'est n'importe quoi. Ils le disaient déjà depuis longtemps parce qu'il y a toujours des oiseaux de mauvaise augure. Mais en fait, ce sont des gens qui sont réalistes, qu'il faut toujours écouter en partie.
il ne faut pas non plus que ça nous enlève l'envie d'entreprendre, l'envie de réussir, mais il faut toujours garder une oreille à ceux qui vont commencer à annoncer des signes négatifs du futur, etc. Il faut toujours creuser pourquoi. Je ne sais pas qu'il faut forcément écouter, mais écouter et appliquer, mais en tout cas savoir pourquoi. Ouais. Et creuser, c'est là où en fait il faut toujours rester alerte. Alerte, exactement. J'allais utiliser l'expression d'un acteur belge, aware, mais en fait c'est ça, il faut toujours rester alerte à ce qui peut se passer et écouter ceux qui croient en vous, mais écouter aussi ceux qui ne croient pas en vous, ceux qui ne croient pas en votre marché et savoir pourquoi et quels sont leurs arguments. Et justement à l'époque, il y en a plein qui disaient que les arguments, qu'il y avait de très bons arguments pour dire que le marché allait s'effondrer et que c'était une mode. Et il n'avait pas raison sur la totalité. Est-ce qu'Internet a été une mode ? Non. C'est le futur. Comme l'IA, comme le Web 3.0, comme les cryptos. Évidemment, c'est le futur. Évidemment, plus tard, on pourra tout payer en crypto, évidemment. Et évidemment, tout ça va se passer. Évidemment, le Web 3 qui s'est ramassé, dont on ne parle plus depuis 18 mois, évidemment, ça va revenir. Tout ce qu'on vit ici, mais par contre, ce qui est certain, c'est que ça n'arrivera pas comme on pense que ça va arriver. Et qu'entre-temps, on aura évidemment des pics et des redescentes. Et à un moment, ça va redevenir, ça va repasser à la normalité. Évidemment, ce qui s'est passé sur les cryptos, c'est anormal. Et puis, il n'y a pas de fonds encore pour l'instant. On est en train d'avoir du fonds sur les cryptos. Mais lorsqu'il y a eu toutes les plus grosses valorisations, il n'y avait pas vraiment de fonds à un moment. Et c'était une anomalie de marché, comme en 99-2000, c'était une anomalie de marché de faire ce qui s'est passé. Mais pourtant, on n'est pas revenu au Minitel. Moi, quand je suis parti de France, on était encore au Minitel. 5 ans plus tard, on n'est pas revenu au Minitel. 10 ans au fax non plus. Tout ça, c'est terminé, c'est le passé. Mais, donc les personnes qui disaient que c'était une mode, non. Par contre, les personnes qui disaient que c'était une anomalie de marché, et qu'il fallait faire attention, effectivement, il fallait les écouter. Bon, il se trouve qu'à l'époque, personne n'écoutait. De toute manière, lorsque ça marche, on ne va pas écouter les gens qui parient sur un échec ou qui parient sur un retournement de marché. Et du coup, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que c'est tombé. On n'a pas fait notre introduction en bourse. Ça a été décalé d'abord, à septembre, puis à octobre, puis annulé. À ce moment-là, donc toutes les sociétés, toutes les startups pour qui on développé des sites sur des financements possibles, du coup, elles se sont retrouvées short en financement. Et du coup, on commençait à faire faillite aussi, parce que les investisseurs se sont retirés. Toutes les promesses d'investisseurs se sont retirées aussi. Et du coup, on a commencé à avoir des gens qui bossaient, mais qui bossaient sur des projets. C'était terminé, les projets. Du coup, il a fallu faire avec. Et nous-mêmes, en fait, comme on avait beaucoup de clients qui faisaient défaut, nous-mêmes, effectivement, on était en phase descendante. Et là où quelques semaines ou quelques mois plus tard, c'était euphorique, on embauchait à tour de bras, on embauchait des 10 personnes par jour à New York, à Londres, à San Francisco, où on avait des bureaux, à Boston, à Tokyo, à Sydney, on embauchait par dizaines. Et puis du jour au lendemain, on a commencé à dire, on n'embauche plus. Et on a commencé à dire, on va commencer à faire les premiers plans de licenciement, mais on parlait en jours, en semaines, parce que les clients tombaient comme des mouches. Et du coup là, on vendait plus en 3 heures un site à plusieurs millions, on vendait plus rien du tout. L'équipe commerciale a commencé à se retrouver sans rien, sans projet, les équipes de développement, de design, pareil. Et là, du coup, il fallait trouver autre chose. Et par circonstance là, mon rôle c'était d'essayer de trouver des financements, et donc j'ai trouvé à l'époque un financement auprès du fonds d'investissement à l'époque de Bernard Arnault qui s'appelait EuropaTweb, et on a eu l'opportunité de lever plusieurs dizaines de millions d'euros auprès de ce fonds d'investissement là, EuropaTweb, grâce au fonds de Bernard Arnault. Et puis malheureusement, celui qui avait la majorité, qui était le fondateur, n'était pas d'accord parce qu'il était encore dans l'ancien monde, mais l'ancien monde de quelques mois avant, en pensant qu'on valait toujours 10 milliards pour lui. Et le fait d'avoir une valorisation qui se comptait en dizaines de millions de dollars, d'euros, pour le coup, voire centaines, pour lui, c'était anormal. Et cette crise qu'on vivait n'était qu'une crise temporaire. Et du coup, il a fait le choix de dire non, je ne vais pas accepter cette offre qui nous avait été faite, qui était une très belle offre
mais qui était décorrélée du marché de quelques mois avant. Mais c'est normal, c'était une offre du moment. Et qui, même aujourd'hui, après 25 ans ou 23 ans, je trouve que l'offre était extraordinairement belle. Mais en l'occurrence, il a refusé. Du coup, je suis parti. Je suis parti avec un peu d'argent, hein, voilà, on va dire il a trouvé le moyen quand même de m'indemniser. Je suis parti quasiment sur le champ parce que je trouvais que, pour moi, ce que je lui ai dit en partant, c'est voilà, la société va se casser la gueule et c'est terminé. Et bon, il se trouve que j'ai eu raison parce que la société effectivement n'a pas terminé son exercice. Quelques mois plus tard, elle passe à la trappe. Parce qu'évidemment, on avait besoin, et puis il y avait une profondeur de marché en travaillant avec l'Empire LVMH qui était extraordinaire pour nous. Sur plusieurs décennies, on allait travailler avec eux. Et c'était une proposition d'investissement, c'était pas une proposition de rachat. C'était une très belle proposition, ça ne s'est pas fait. Et du coup, je suis parti, j'ai lancé, donc aux États-Unis, c'était vraiment le marasme. En France, c'est où il n'y avait pas eu la même croissance qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu non plus la même descente. C'était encore, en tout cas en Europe, en phase ascendante. Et là, j'ai décidé de créer une société, une plateforme de trading dans l'énergie entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Et là, j'étais encore dans cette folie en me disant tout ce que je touche quand même va devenir de l'or. Et puis, on me faisait confiance aussi encore pour lever des fonds. Et donc, je suis arrivé à lever des fonds une première fois en mettant tout ce que j'avais eu de la boîte d'avant. J'avais eu plusieurs centaines de milliers d'euros, voilà, qui approchaient quasiment le million d'euros. Donc je me suis dit, bon, c'est quand même bien, même si je ne suis pas milliardaire, je suis quand même millionnaire, donc c'est bien. Et l'argent, je l'ai mis dans la boîte. Et puis dans la foulée, je suis arrivé comme ça à lever des fonds. 6 mois plus tard, j'ai encore levé des fonds. La société s'était développée, on était présent aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, avec des bureaux sur le Maghreb, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, et sur plusieurs pays du Moyen-Orient, et ça marchait très bien. On faisait du chiffre d'affaires. On ne gagnait pas d'argent, mais pour moi, ce n'était pas le sujet de gagner de l'argent parce qu'on levait des fonds. Donc voilà, 6 mois plus tard, on a refait une autre levée de fonds. Et là, j'ai emprunté pour montrer aux investisseurs que j'étais à fond dans mon projet. Et c'était vrai. Mais à force de vouloir aller trop vite en lançant des nouveaux pays quasiment tous les mois, en passant mon temps à aller chercher des fonds, du coup, je n'étais pas trop orienté sur ma marge. Et mon chiffre d'affaires, oui, mais mon focus, c'était lever des fonds pour grandir. Et 6 mois plus tard, on devait faire sans doute la plus grosse ou l'une des 2-3 plus grosses levées de fonds en France et en Europe. J'avais eu tous les accords des banques du Moyen-Orient, du Maghreb, des banques anglo-saxonnes aussi, banques anglaises, américaines. Et là, on parlait évidemment en millions de... À l'époque, on était encore en francs, donc on parlait en dizaines de millions, on approchait la centaine de millions de francs. Et donc aujourd'hui, plusieurs dizaines de millions d'euros au bout d'un an. Et il se trouve que j'avais tous les accords. Et le closing, les paiements devaient se faire le 18 septembre 2001. Et donc là, deuxième crise dans les dents, 11 septembre 2001. Et du jour au lendemain, je me retrouve avec... ce jour-là, il y avait une inauguration que j'avais prévue. J'étais encore dans ma folie Internet que j'avais prévue au Ritz et tout ça. Donc, et il se trouve que je me suis retrouvé tout seul avec un investisseur qui est venu pour me faire ses condoléances. Dans toutes mes condoléances, le marché est terminé. De manière, pour toi, c'est fini. Pendant toute la semaine qui a suivi le 11 septembre, évidemment, les banques des pays du Moyen-Orient, tout comme les banques anglo-saxonnes, il n'y a plus personne qui me répondait. C'était terminé. Et puis là, dans les semaines, les mois qui ont suivi, j'ai commencé à voir on commençait à tout me prendre, tout ce que j'avais. Donc déjà, moi, j'avais plus rien, mais en l'occurrence, chez moi, je me suis retrouvé à la rue quelques semaines plus tard. Plus rien. Donc la société pliée, faillite. Les huissiers qui viennent prendre ce qu'il y a à prendre, et je me suis retrouvé avec un sac à dos. Et c'est là où je suis passé de milliardaire 18 mois plus tôt à plus rien. Voilà, à quasiment SDF, on va dire. Je dormais pas sous les ponts, parce qu'évidemment on m'a accueilli, mais en tout cas j'avais plus rien. Ouais, c'est assez dingue justement, parce que tu évoquais, il y a eu 4 crises, donc il y a 2000, il y a le 11 septembre 2001, il y a la crise financière de 2008, il y a le Covid également, et à chaque fois, tu rebondis. À chaque fois, limite,
tu rebondis en étant plus fort et en étant meilleur et en te nourrissant des éventuelles erreurs problématiques ou échecs qui sont passés, et même quand ce sont des échecs qui du coup sont indépendants finalement de ta volonté, parce que 11 septembre 2001 c'est indépendant de ta volonté, la crise en amont des startups aux États-Unis c'est indépendant de ta volonté, la crise des subprimes en 2008 c'est indépendant de ta volonté, tu n'y peux rien, et la crise du Covid tu n'y peux rien non plus, et pourtant tu subis de plein fouet à chaque fois ces crises. Qu'est-ce qui fait que chez toi, dans ton état d'esprit, tu ne t'écrases pas face à ça et puis tu rebondis, mais en plus de ça, tu repars plus fort, toujours plus motivé, toujours plus déterminé, parce que c'est vraiment le sentiment que j'en ai, alors que beaucoup de gens, notamment des jeunes entrepreneurs ou même des entrepreneurs plus avancés, lorsqu'ils font face à l'échec ou lorsqu'ils font face à des challenges ou des problématiques, ils vont voir ça comme étant justement une maison entière insurmontable et qu'ils ne pourront jamais se relever. Or toi, tu es la preuve vivante que crise après crise, challenge après challenge, on peut se relever. Déjà, le premier, par rapport au point que tu viens de dire, c'est vrai que les crises étaient indépendantes de ma volonté. C'est pas moi qui ai créé la crise des dot-com, le 11 septembre, le Covid ou encore les subprimes. Par contre, la première chose, c'est que je vais quand même chaque fois m'attribuer une grande partie du problème. En me disant, si j'avais fait autrement, j'aurais sans doute été sauvé. Pour la crise des dot-com, si je n'avais travaillé qu'avec des corps solides, et si j'avais demandé à l'avance à ce qu'on me paye, si j'avais fait en sorte de ne pas travailler avec toutes les startups qui arrivaient, qui me promettaient qu'elles allaient lever des fonds, voire qui étaient dans un mode qui n'était pas très sain au final. Pour la seconde société, si je n'avais pas passé mon temps à vouloir créer un bureau quasiment dans un nouveau pays par semaine ou par mois, si j'avais pas passé mon temps à aller chercher des fonds, et que j'avais vraiment dit, OK, on va d'abord monter 2 pays, et ensuite la plateforme, et ensuite on va commencer à gagner de l'argent. Et chaque fois qu'un pays est rentable, à ce moment-là, on passe au suivant. J'aurais eu du mal pendant la crise post-septembre, mais la société serait peut-être encore là, parce que le business ne s'est pas arrêté. Et c'est ce que j'ai fait pour la 3e société. Parce qu'après, la 3e société que j'ai créée, Adneum Technologies, ont travaillé pour des places de marché, en tout cas pour des salles de marché de grandes banques. Et donc en finance, là où il y a eu la crise des subprimes. Ouais. Donc là, je me suis dit, on s'est pris la crise encore de plein fouet. Et dans le domaine dans lequel on était. Mais il y a une grosse différence. C'est que j'ai appris. Je n'ai pas levé de fonds. Je n'avais pas d'investisseurs à côté de moi. Je gagnais de l'argent. J'étais rentable. J'avais un pourcentage de bénéfices, un pourcentage d'EBIT qui dépassait les 20%. J'avais des réserves. Je me payais très peu. Mes associés aussi, on se payait quasi pas. En tout cas, les premières années, on se payait pas. Après, on se payait très peu. On investissait très peu dans ce qui se montrait. En tout cas, on avait des bureaux qui étaient des bureaux en sous-location. On faisait en sorte, évidemment, de payer correctement tout le monde. Et on investissait dans notre principale richesse à l'époque, c'est-à-dire c'était dans les gens. On avait des clients stables, même si toutes les banques ont été frappées de plein fouet par la crise des subprimes, quand même, elles étaient solides et beaucoup sont toujours là. Celles en tout cas avec lesquelles on travaillait à l'époque, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, sont encore là aujourd'hui, malgré la crise. Donc on travaillait avec des clients solides, on gagnait de l'argent, on avait du chiffre d'affaires rentable, on avait des ingénieurs qui étaient des ingénieurs de qualité, qui développaient des produits de qualité. Donc en fait, on avait une société de qualité. Et lorsque justement la crise est arrivée, c'est sûr qu'on se l'est prise, c'est sûr qu'on a perdu de l'argent, beaucoup chaque jour, mais on avait de l'argent à perdre, de l'argent que nous avions accumulé en période faste. On n'avait pas dépensé de l'argent pour rien. Après, c'est sûr, à un moment, on s'est dit, on va peut-être passer à la trappe, on va peut-être mourir aussi, mais on ne sera pas les premiers. Et du coup, j'ai beaucoup appris des 2 crises précédentes. Et lorsqu'au début, je me disais, on peut prendre des plus beaux locaux, on peut investir là-dessus, je disais, attention, on va investir 1 euro si derrière, on a un ROI d'1,50 €, de 2 €. Et on ne va pas scaler tant que nous n'avons pas la preuve que derrière, on est capable de faire 2 € avec 1 €. Et c'est ce qui a fait que, oui, on s'est pris la crise, mais la société s'en est sortie et j'ai pu la revendre aussi correctement. Pas aussi bien, évidemment, qu'en période faste, mais par contre,
j'ai pu la revendre correctement et faire en sorte que cette société soit encore debout aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette société-là, créée en 2004, aujourd'hui est encore debout. Elle marche très bien. Et aujourd'hui, elle représente plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle emploie plusieurs milliers de salariés encore, malgré la crise de 2008 et malgré même le Covid derrière. Parce que c'est une société stable. Ceux qui ont racheté la société et qui la dirigent sont dans la même logique encore aujourd'hui, logique d'une société qui gagne de l'argent, une société profitable. Et donc, c'est vrai que j'ai appris, ça a été pareil sur le Covid. La société, Wemanity en l'occurrence, gagne de l'argent. La société est une société stable. Et même si on s'est pris le Covid en plein sur notre secteur, au final, on avait quand même des relais de croissance. Et on a pu rebondir aussi grâce à ce qu'on a vécu, à ce que j'ai vécu dans le passé et grâce aux enseignements que je vous dis aujourd'hui et que j'ai essayé d'appliquer. Complètement. Justement, donc, tu vends ensuite Adneom. Pour créer Wemanity. Wemanity, je le rappelle, aide les entreprises à faire vivre leurs organisations au service de leurs clients de façon agile, performante et responsable. Avec cette entreprise, tu parles même de vouloir changer le monde du travail d'ici à 2025. Initialement, qu'est-ce qui t'a motivé justement à créer Wemanity et comment ton passé entrepreneurial a-t-il influencé ta mission et ta vision à la création d'Wemanity ? Alors déjà, il se trouve que en 2012, je commence à avoir beaucoup de clients qui me contactent en me disant est-ce que tu peux nous aider, JC, dans la transformation digitale. Bon, il se trouve que moi, je leur dis mais c'est ce que je faisais il y a 15 ans, accompagner les sociétés à devenir digital-centric, à l'époque on disait à mettre le web au centre de votre organisation, clients first. Je faisais ça il y a 15 ans, si vous avez raté la vague, les gars, vous l'avez raté quoi. Et en fait, il me dit, est-ce que tu peux nous aider ? Et je leur ai dit, mais en fait, le digital, c'est pas le sujet, le fond, le développement, les méthodes de développement. Le développement, c'est pas le sujet. Ce qui compte pour moi, c'est que vous devez vous transformer. Et d'abord, vous devez vous transformer en interne. Vous transformer en interne, c'est-à-dire transformer votre culture d'entreprise, transformer votre organisation, toute la structure hiérarchique, pyramidale que vous avez. Aujourd'hui, les startups, elles l'ont pas. Donc, c'est pour ça que les startups, elles viennent vous grignoter tous les jours des parts de marché. Donc, en gros, vous n'y arriverez pas. Et après, en troisième, il faut changer vos pratiques technologiques. Et donc, à partir de là, je me suis dit, je vais essayer d'accompagner ces sociétés-là. Et tous m'ont dit, mais comment tu peux nous accompagner ? J'ai dit, il y a une méthode qui s'appelle l'agile, qui aujourd'hui, dans les grands groupes, sont un peu utilisées sur le développement, mais dans les startups, elles sont utilisées dans leur vie. Amazon ne fait pas de l'agile, Amazon est agile. Facebook et toutes les grosses scale-up américaines fonctionnent déjà comme ça. Et c'est pas juste sur le développement, c'est les équipes marketing, les équipes produits travaillent ensemble. Entre le moment où il y a une idée, le moment où un produit sort, ça prend pas 3 ans, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est très rapide. Et pour ça, il faut changer vos méthodes de travail. Est-ce que tu peux nous accompagner ? J'ai dit oui, il y a la méthode agile. Et comme ça, je suis parti d'une vision à long terme. Tu parlais de 2025, en fait, c'est une vision à 2050, de changer le monde du travail grâce à la force de l'agile, de l'innovation et de la coopération. Et donc vraiment changer complètement en profondeur comment fonctionnent les grandes entreprises pour aller beaucoup plus vite dans leur phase de développement, dans leur idéation et aussi dans les tests. Et l'idée de l'agile, c'est quoi ? C'est de partir de la fin, de partir en testant. Et de se dire que d'ailleurs, justement, on va échouer rapidement et on va aller d'échec en échec, comme le parcours de l'entrepreneur, pour y arriver. Un entrepreneur qui réussit tout de suite, c'est presque, déjà j'y crois pas, et si jamais c'est le cas, j'ai envie de dire warning. Warning, il apprend pas grand-chose. Moi qui fais beaucoup de sport, par exemple, lorsqu'on apprend à courir, d'abord on va faire un 3 km, on va pas faire un marathon tout de suite. Et justement, on va faire un 3 et on va arriver quasiment jusqu'à l'échec. Au bout de 3, si on n'a pas l'habitude de courir, on va être mort. Et puis l'intérêt, justement, c'est d'aller aux 5 km après. Et aux 5 km, on va être mort. Mais une fois qu'on a fait les 5, on se dit, maintenant, on va aller chercher un 7 km, on va aller chercher un 10 km, en fait. On va pas se dire, ça y est, j'ai fait un 3, ça y est, j'ai réussi un 3, je reste au 3, ça y est, parce que j'ai réussi. On va aller plus loin. Et c'est la même chose dans le parcours de l'entrepreneur, d'échec en échec pour s'améliorer, pour aller plus loin, pour aller jusqu'à la réussite. Et c'est pareil aussi pour un projet. Pour un projet, si on veut lancer une appli, on veut lancer n'importe quel projet, c'est pareil. Donc, il faut démarrer par le... En fait, si on démarre par la fin, et si tout de suite, on n'a pas besoin de dépenser des millions d'euros. Moi, en général, que ce soit un projet pour une grande banque internationale ou que ce soit pour une start-up, il faut démarrer avec une page blanche. En fait, on prend une feuille, on note et on va voir directement ses clients. Et plutôt que c'était le cas avant, on allait voir les clients à la fin.
Ben aujourd'hui, en agile, on va voir le client en premier. On part d'une page blanche, on va demander ce que veut le client, on va essayer de voir justement ce que ne veut pas le client, et comme ça, à chaque fois, on va faire des toutes petites itérations d'une semaine, voire 2, 3, 4 semaines au max, et comme ça, on va pivoter régulièrement. Et de pivot en pivot, on va comprendre ce que veut le client, et à la fin, on va arriver à des projets qui marchent. Oui, complètement. Tu parles régulièrement de mouvement et non forcément d'entreprise. Tu prônes aussi un changement radical dans la façon dont les entreprises opèrent et dans le rôle des managers. Pour entrer dans le concret, quelles sont les méthodes traditionnelles que tu trouves aujourd'hui obsolètes et quelles sont les alternatives que tu proposes ou que la méthode agile ou que Wemanity propose? Alors déjà, le cycle en V, ça y est, c'est terminé pour moi. Même si des entreprises l'utilisent encore, pour moi, ça y est, c'est obsolète, comme le fax est obsolète, comme le Minitel, c'est terminé. C'est fini, en fait. Et c'est fini pourquoi? Parce que le client était à la fin. Au début, c'était des personnes qui écrivaient des spécifications en pensant, se mettant à la place du client. Mais on ne peut jamais se mettre à la place du client. Le client, c'est le client, et justement, il faut aller voir. Et quand je dis le client, ce sont les clients. Et la méthode agile, c'est pour moi, là aussi, qui n'est qu'un moyen. Comme je disais tout à l'heure, l'argent, c'est un moyen d'arriver à ses objectifs. De la même manière, la méthode agile est un moyen d'arriver à ces objectifs. Et ça part comment? Mais au début, c'est beaucoup de bon sens, la méthode agile. J'ai rien inventé. D'ailleurs, lorsque la méthode agile a été créée en 2000-2001, en fait, moi, j'utilisais déjà ça, comme tous les start-upers de l'époque, dans leurs entreprises. C'est pour ça que souvent, les start-up et les start-upers ne vont pas forcément parler en disant « Oh, on va faire de l'agile ». En fait, c'est naturel. C'est naturel parce que derrière, il n'y a pas tous ces niveaux hiérarchiques. Et souvent, les sociétés, lorsqu'elles veulent scaler, vont dire « Ah, maintenant, on va mettre en place le comité de direction. Maintenant, on va mettre ça en place. On va mettre X niveau de hiérarchie. Ah, maintenant, on va mettre… » Attention, structurer, c'est bien, mais il ne faut pas trop structurer. Ouais. Parce qu'en structurant trop, d'ailleurs, on va casser les initiatives. Et après, on va perdre toute la nature de notre projet. Et on va perdre aussi tous ceux qui nous ont accompagnés au début. Parce que tous ceux qui démarrent dans les startups démarrent dans une boîte, justement, où c'est un peu le chaos. Et c'est justement le chaos qui fait que la créativité est la plus forte. Après, il faut passer à de nouvelles étapes. Une société ne peut pas rester en permanence dans un chaos. Une société doit se structurer, se développer, mais pas trop. Si elle se structure trop, et souvent les investisseurs qui vont arriver vont demander beaucoup de structure, ça peut marcher, mais attention, il faut garder sa force. Et sa force, c'est justement de travailler en méthode agile. Il y a beaucoup aujourd'hui, on accompagne beaucoup de scale-up aussi, pour se structurer, mais tout en gardant l'agile. Voilà, c'est extrêmement important, l'agile au centre, c'est-à-dire, même si on lance de nouveaux produits, on n'oublie pas nos clients. On teste les produits auprès de nos clients dès le début, dès les premiers jours, avant que l'application soit sortie, avant que le produit soit sorti. Parce que si on le sort et qu'on dit « Ah, ça y est, le lancement, normalement, on sait déjà, avant la sortie du produit, ça va marcher ou pas. » C'est impossible qu'on ne le sache pas, parce que le produit, on l'a déjà testé 1000 fois, 100 fois, 50 fois avant de le sortir. Donc, le launch, le final launch, il est presque anodin en fait. C'est une étape. C'est une étape. C'est comme lorsque, je disais, c'est comme lorsqu'on court. Si on fait un marathon, on s'est déjà entraîné avant. On sait que normalement, on va le terminer. Après, est-ce qu'on va le terminer en 2h58, 3h10, 3h18 ? Après, ce sera la performance du jour qui va faire qu'on sera meilleur que pendant l'entraînement, qu'on aura une fougue, qu'on sera pris par l'effervescence. Mais on l'a déjà travaillé. En fait, la préparation, c'est 95% de la réussite, en fait. Et normalement, on s'est préparé déjà, on connaît déjà tous nos clients. Et donc, c'est différent. C'est comme si c'était un contrôle continu. À la fin, on sait que le bac, on l'aura, le bac, c'est pas un sujet. Et ben là, de la même manière, le client, dès le premier jour, on est allé le voir. Et justement, mon conseil aussi à tous les entrepreneurs qui pensent parfois qu'il ne faut pas parler de son idée parce qu'on va se la faire voler. Mais c'est la plus grosse connerie. Moi, ceux qui viennent parfois me dire « Ouais, JC, on a une idée. Vas-y, c'est quoi ?» D'abord, il faut signer un NDA. Je dis « Garde-le, ton NDA, en fait. Je n'ai rien signé du tout, en fait. Parce que ton idée, elle ne vaut rien, en fait. Et d'ailleurs, les idées, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est la capacité à exécuter, c'est 98%. Voire même l'idée, si elle est trop révolutionnaire, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. L'idée, si elle est trop révolutionnaire et que personne n'y a déjà pensé, j'ai jamais vu une chose comme ça qui marche, en fait. D'ailleurs, on le voit, toutes les grandes réussites, ça existait déjà. Facebook, ça existait déjà, ces idées. J'avais d'ailleurs été sur un des projets, j'avais un ami qui avait créé un projet à l'époque qui s'appelait grandesécoles.com, c'était bien avant Facebook. Donc ces idées-là, elles existaient.
Mais par contre, la capacité de Zuckerberg, ça a été de scaler rapidement et d'exécuter différemment, et d'être très fort, il s'est bien entouré, il a été très bon. Voilà. Et c'est pareil pour tous les grands sites. eBay, c'était pareil, que ce soit... et c'est pareil aussi pour Apple, c'est pas eux qui ont inventé l'ordinateur en fait. Donc c'est pareil pour toutes les boîtes derrière, il y en a qui ont été meilleurs que d'autres à scaler le modèle. Donc ceux qui arrivent à dire « Ah non, il faut signer un NDA, mon projet il est unique ». Bon, en fait c'est toi qui dois être unique, ton projet en fait on s'en fout de ton idée. Voilà, et c'est pareil aussi dans les grosses boîtes, lorsque derrière ils arrivent avec une nouvelle idée. Ah non, on peut pas trop en parler, on a déjà parlé à un tel, parce qu'après il y a d'autres services qui vont le savoir. En fait, on s'en fout. En fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment tu vas exécuter. Montre-moi ton plan. Voilà, c'est comme les gens qui arrivent en disant j'ai un rêve. Ouais, c'est très bien le rêve. Il faut démarrer par un rêve. Mais le plus important, c'est le plan que tu as derrière. Chaque fois que moi on me dit j'y sais, j'ai un rêve, ou un objectif. Ok, c'est quoi ton plan? Et c'est la capacité à exécuter qui fait 100% de la différence. Ouais. Je te rejoins à 100% là-dessus également, et tu parlais tout à l'heure du fait de c'est bien de vouloir structurer, mais attention pas trop parce qu'on peut en perdre justement ce côté agile que tu évoques. Et moi je le vois, la plupart des gens même qui nous écoutent, etc., soit sont des solopreneurs, soit sont des entrepreneurs qui commencent à structurer quand entre 3 et 30 collaborateurs. Certains qui nous écoutent en ont davantage, mais la plupart se trouvent dans cette tranche-là, et à ce moment-là, notamment lorsque tu vas scale et que tu vas avoir 5, 6, 10, 15, 20 personnes de plus, tu vas vouloir commencer à créer des pôles et tu vas perdre cette élasticité, tu vas perdre cette agilité justement que tu évoques. Comment faire finalement pour trouver ce juste équilibre? Et puis aussi après, tout à l'heure, je te parlerai de la culture. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. On en avait pas mal parlé, notamment à Chypre. Donc ça peut être vraiment intéressant d'abord d'identifier, selon toi, ton expérience, comment tu réussis à garder cet équilibre entre la volonté de structurer qui est quasi indissociable du scaling finalement, parce que sinon le chaos c'est bien, mais il ne peut pas non plus durer ad vitam aeternam lorsque tu veux vraiment avancer de manière linéaire et pérenne, et justement trouver l'équilibre pour ne pas créer une structure qui est trop qui est difficilement mouvante. Alors, comme je dis souvent, les startups c'est comme des pirates, je le disais beaucoup avant, et en fait il faut garder cet état d'esprit pirate. Et cet état d'esprit où derrière on veut changer les choses. Et pour moi il y a 3 parties dans une transformation. C'est la même chose lorsqu'on veut scaler. La première, c'est la culture d'entreprise, on y reviendra après, je pourrais là aussi y rester des heures. La culture d'entreprise qui ne doit pas changer, parce que si la culture d'entreprise d'une startup change, le problème c'est qu'après on va perdre tous les meilleurs éléments du début qui ont fait que la startup en soit là. Parce que la start-up qui est créée, ou en tout cas lorsqu'on crée une entreprise, quelle qu'elle soit, le leader est important, mais le leader est toujours accompagné en fait. Moi je sais que sans mes équipes, je ne serais rien, j'aurais rien fait, parce que je ne sais pas faire grand-chose en fait. Par contre, mes équipes, mon talent, c'est de pouvoir recruter les bonnes personnes et leur trouver l'environnement dans lequel ils vont s'épanouir et dans lequel ils vont être les meilleurs. Et là aussi, si je prends individuellement, mes équipes, c'est comme moi. Ce n'est pas forcément les stars dans chaque domaine. Mais par contre, ensemble, mon objectif, c'est de créer la meilleure équipe. Et c'est en créant la meilleure équipe, les meilleures personnes pour travailler ensemble, que derrière, on va arriver à soulever des montagnes. Et donc, le premier, c'est la culture d'entreprise. La deuxième étape, c'est l'organisation. Lorsque la boîte se crée, on s'en fout de l'organisation. Tout le monde fait tout. Mais après, on structure, on organise. Et c'est là où, justement, il faut éviter les silos. Parce que très vite, on peut être absorbé par des silos. Parce qu'en général, lorsque la société s'organise, on va aller chercher des personnes qui travaillent dans des grands groupes ou qui ont l'habitude, on va les mettre à certaines places. Et justement, les personnes vont recréer les silos des grosses boîtes qui sont les grosses boîtes contre lesquelles, en tant que start-up, on se battait. Et du coup, on va revenir et on va créer dans notre boîte ce qu'on n'aime pas dans les grosses boîtes, en fait. Et justement, les grosses boîtes qu'on accompagne et dont on fait en sorte qu'elles changent, et heureusement, parce que les grosses boîtes changent, mais et nous, une de nos raisons d'être, c'est d'accompagner justement les corporates à se transformer et à garder cette transformation permanente et à éviter de retomber dans les silos. Donc lorsqu'on est une start-up, on va travailler en équipe. On va tous tout faire, on va travailler en équipe. Mais c'est pareil quand on grandit. Oui, on doit structurer un peu, on doit faire en sorte d'appréhender les choses différemment, mais on doit absolument garder ce sens commun où derrière les équipes travaillent ensemble, un projet, un produit, quel qu'il soit,
il n'y a pas un produit qui nécessite que le marketing. Le marketing tout seul ne va pas être capable de lancer un produit. Il faut les équipes de dev, et puis il faut la finance derrière, et puis il faut les équipes support, et puis il faut facturer les clients. Et donc il faut la partie admin, et puis à côté il faut les HR, il faut tout ça en fait pour lancer un produit sur le marché. On ne le fait pas juste avec une équipe marketing ou avec une équipe technique. Et donc les équipes, elles doivent travailler ensemble. Donc il faut garder ça. Il faut travailler en organisation de produit aussi. Voilà, si on ne travaille pas en organisation de produit, où on n'a pas une équipe qui est transverse. Moi, j'aime bien les équipes pluridisciplinaires. Parce que comment on va lancer un produit ensemble? C'est une équipe et comme je disais, on pense au client au début. C'est là où toute la partie justement expérience utilisateur est clé. Mais là aussi, elle doit s'appuyer sur les retours clients, elle doit s'appuyer sur le reste de ses équipes. Et donc c'est là où, ok, on grandit, mais on garde cette agilité et on garde cette organisation au produit où les équipes travaillent ensemble et en équipe pluridisciplinaire. Et pas en équipe où chacun, on revient, ah ça y est, au début, on a cartonné en tant que startup, et ben ça y est, maintenant on va scaler. Et donc on va prendre le service marketing, le service RH, et chacun va travailler de son côté. Et là, ben, c'est pour moi le début de la fin, parce que là aussi, on va perdre les équipes qui étaient là au début, toute la force vive, alors que derrière, justement, ce qui est fort, lorsqu'on passe de start-up à scale-up, c'est justement de faire grandir ceux qui étaient là au début et de leur donner le sentiment qu'ils sont toujours en start-up. Nous, aujourd'hui, on est 600, on fait près de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et on essaie toujours de fonctionner en start-up. Et dès que je vois, moi, des choses qui se cristallisent trop et que les équipes commencent à être beaucoup trop sur leurs acquis, je change. Alors moi, la semaine dernière, je parlais à mes équipes au Maroc et je disais, si vous n'aimez pas les changements d'organisation, vous n'êtes pas au bon endroit en fait. Moi, je change d'organisation tout le temps, tous les mois. Allez, nouvelle réorg, En fait, c'est une réorganisation permanente en fait. Pourquoi ? Parce que l'agile, c'est l'adaptation permanente au changement. Parce que le monde bouge. Le monde bouge, les gens bougent. En fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, on ne peut pas avoir une structure statique. On doit avoir une structure polymorphe qui est dynamique et qui bouge en fait. Et qui bouge. Et chacun aussi... Lorsqu'on est une startup, c'est génial parce que chacun, il n'y a pas vraiment de poste. En fait, il faut continuer. On parle de rôle. Quelqu'un qui est sur un rôle doit pouvoir exécuter un autre rôle quelques mois plus tard ou quelques semaines ou quelques années plus tard si à un moment, son rôle devient obsolète ou s'il y a quelqu'un qui est meilleur sur son rôle ou on évolue. Donc les rôles bougent. Et puis aujourd'hui, on peut être au marketing, demain on peut être au HR, le lendemain on peut être à l'UX. Ça bouge. Et pareil, on peut être sur un pays, on peut être sur un autre pays. Et ce qui compte, c'est le rôle. Après, il faut une description claire du rôle pour éviter que tout le monde se marche sur les pieds. C'est pour ça notamment que derrière, on va avoir des OKR, on en parlera peut-être plus tard, et que c'est important pour moi d'avoir des OKR pour que l'organisation fonctionne. Et donc, pour revenir sur les 3 piliers, la culture d'entreprise, l'organisation, qui est ultra importante, je vais en parler. Et après, il y a les méthodes de travail et notamment les pratiques technologiques qui sont aussi importantes. Et ça, c'est le 3e pilier. Et c'est là où, effectivement, on va retrouver de l'agile. L'agile, on le trouve dans la culture, on le trouve dans l'organisation, on le trouve dans les pratiques technologiques. Et c'est la manière dont on va développer, comme je le disais, passer du fameux cycle en V de développement à du cycle agile, de l'itération rapide, du DevOps. Et où derrière, justement, on ne va pas attendre la fin pour avoir le retour du client. Le retour du client, là, chaque jour. Chaque jour, on teste auprès du client. C'est une méthode où on va être dans un test and learn quotidien. Et au niveau des méthodes de travail, évidemment, on va appliquer toutes les dernières méthodes. Et là aussi, en n'étant pas dogmatique, en disant « Ah, nous, c'est cette technologie-là, on la touche plus, c'est la meilleure. » Non, les technologies bougent aussi. Et il faut là aussi que les équipes soient capables de bouger aussi. Avoir déjà dogmatique, ça tue une organisation. Oui, complètement. Tu parles du fait que le monde évolue, le monde bouge. Comment vois-tu l'évolution du monde de travail dans les prochaines décennies, les prochaines années ? Alors, déjà, je vais revenir, comme je reviens tous les jours, sur ma vision avec Womanity, changer le monde du travail grâce à la force de l'agile, de l'innovation et de la coopération. Les 3 piliers. Évidemment, l'agile, on n'en parlera plus. C'est comme aujourd'hui, tu connais des gens qui disent « Oh, ce soir, je vais aller surfer le web, je vais aller surfer Internet. » Ben non, ça n'existe pas. Internet, on est connecté 24/24. L'agile, c'est pareil, on travaille comme ça, c'est la base, qu'on soit en grand groupe, qu'on soit en start-up, c'est normal. Donc ça, c'est une base.
Voilà, aujourd'hui, on a tout le temps Internet, ben c'est pareil, hein, on travaillera toujours sur un mode agile, quelle que soit son activité. Au début où j'ai créé Womenity, il y a encore des gens qui me disaient « Ah, l'agile est une option ». Je disais justement, l'agile n'était pas une option. Donc évidemment, l'agile. Coopération, le fait de travailler ensemble, en fait. Ça, comme je disais, les silos, c'est terminé, c'est mort, en fait. Voilà, le fait de travailler chacun de son côté, ça marche plus. Donc oui, le fait de travailler ensemble. Le fait de travailler ensemble, j'ai envie de dire physique et non physique. Il faut les deux. Aujourd'hui, je ne fais pas partie des partisans du full télétravail, tout comme je fais partie non plus des partisans du full physique. En fait, là aussi, il faut que l'organisation s'adapte. Je parlais bien avant le Covid de Mindvalley, qui était pour moi un modèle d'organisation mondiale, justement, qui fonctionnait en remote. Mais par contre, il fonctionne en remote, Mindvalley, mais par contre, ils se réunissent régulièrement autour d'événements qui soudent la culture d'entreprise, qui fédèrent et qui vont faire que les gens se connaissent. Travailler dans une organisation où les gens ne se connaissent pas, ça peut marcher. Tout peut marcher de toutes les manières. Du full physique, du full remote, du mix, tout peut marcher. Après, moi, j'ai mes convictions. Et parmi mes convictions, c'est que rien ne remplacera le contact physique. Rien ne remplacera le fait de se retrouver ensemble pour un brainstorming. On peut les faire aujourd'hui, on a tous les outils technologiques maintenant pour le faire. Mais ça ne remplacera pas le fait de se voir, le fait de finir la journée en allant prendre une bière, le fait d'échanger, de rigoler, le fait de faire tout ça. En tout cas, je suis convaincu que le meilleur, c'est le meilleur des deux mondes. Et que justement, il faut garder... C'est ça la culture d'entreprise. Une culture d'entreprise full remote, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais et quel plaisir. Quel plaisir d'être toute la journée chez soi, à travailler, et de ne pas avoir de collègues. C'est bien de bosser, mais c'est bien aussi d'échanger, c'est bien de kiffer, c'est bien d'avoir du fun avec les équipes, en fait. C'est bien de partager des choses, aussi de connaître son collègue en dehors derrière l'ordinateur. Parce qu'on sait très bien derrière, on va s'envoyer des mails assassins, des WhatsApp assassins si on n'a pas compris ce que voulait dire l'autre. Et 9 fois sur 10, lorsqu'on est ensemble, ça va se traiter en une demi-seconde. On voit l'expression du regard de l'autre, on voit ce qu'il en pense, on lui pose la question. C'est très rapide. Avant le Covid, nous, on parlait d'équipes colocalisées. On parlait beaucoup d'offshore, etc. Et nous, on disait non, on est contre l'offshore, justement, parce qu'il n'y a pas mieux qu'avoir une équipe colocalisée. Et même si, au final, c'est plus cher, ça va plus vite. En équipe colocalisée, on pouvait sortir, et c'est encore le cas, on peut sortir des produits ou des services digitaux en quelques semaines. On a des super équipes. 2, 3, 4, 5, 6 semaines, on peut lancer une app, on peut lancer plein de choses en fait. On a des super équipes. Mais on va travailler ensemble. Et dans la journée, en 2, 3 jours, on va faire des merveilles. Même en un week-end, on peut faire des merveilles ensemble. En étant délocalisé, c'est plus compliqué avec des personnes qui sont dans un pays, d'autres dans d'autres pays. C'est pas évident. Ça peut marcher là encore, mais c'est pas évident. Donc pour moi, le futur du travail, pour moi, il sera évidemment global, ça c'est certain. Ce sera un mix des deux, mais avec vraiment le fait de garder des moments ensemble et des moments de travail et des moments de non-travail. Parce que la culture de travail, la culture d'entreprise, elle se fait aussi dans les moments de non-travail. Dans les moments où on va participer à que ce soit du team building ou même juste prendre quelques bières, être ensemble, discuter. Ouais. C'est ça aussi la vie. Et parfois, on peut résoudre des problèmes en prenant une bière à 2, à 3, à 4, à 5 ou en passant une bonne soirée ensemble qui pourrait prendre des semaines de conflits larvés en étant à distance. Donc pour moi, ça, c'est majeur. Et après, évidemment, en utilisant toutes les technologies de l'intelligence artificielle, toutes les technologies, les hologrammes, etc. Toutes les dernières technologies qui sont nécessaires, évidemment, à ce que ça fonctionne. Et on n'est pas obligé de prendre l'avion tous les jours pour se voir non plus. Et sans parler de catastrophe écologique si on devait le faire. Donc, c'est bien justement d'avoir le remote, mais c'est bien aussi d'être ensemble. Donc, je reprends l'agile, la coopération, et l'innovation. Il ne faut jamais s'arrêter d'innover. Complètement. En parlant de coopération, justement, on en parlait la dernière fois et tu as une équipe, on va dire, cœur, qui est à tes côtés depuis maintenant des années, des dizaines d'années. Et justement, tu disais la force de cette équipe ou des différentes parties prenantes de cette équipe, c'est qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs individuellement, mais c'est ensemble que justement on crée, c'est la somme de toutes ces personnes qui fait qu'on est
inarrêtable. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette équipe socle clé, qui est aussi l'équipe globale, mais qui fait que du coup, elle peut finalement partager et transmettre justement cette énergie, cette volonté d'aller performer, et qui fait que tu peux faire tout ce que tu fais aujourd'hui? En fait, cette équipe, c'est ma famille. Et la dernière fois que on était à Chypre, je t'avais parlé justement j'avais montré une image de Kung Fu Panda et de son équipe en fait. Et c'est pareil, l'équipe, ensemble, on est inarrêtable. Je suis le premier, individuellement, je suis tout sauf un tueur, hein, comme j'ai déjà dit, hein, je suis très mauvais dans plein de domaines, etc. Mais par contre, ma force, c'est vraiment d'avoir cette famille-là et de pouvoir les avoir réunis et de garder ce socle-là. Et ça, c'est le premier point. Avoir la meilleure équipe, et pas sur le papier. Voilà, je prends souvent des équipes de football, j'en citerai pas, mais des équipes de football qui vont avoir sur le papier les meilleurs joueurs du monde. Et en général, que ce soit les équipes nationales ou que ce soit les clubs, c'est rarement les équipes qui gagnent. En général, les équipes qui gagnent sont les équipes qui sont soudées. Et chaque fois, chaque année, chaque compétition, on va avoir des équipes qui sortent de nulle part, avec des petits budgets ou parfois des petits joueurs qui vont avoir des parcours extraordinaires, que ce soit en Coupe de France, que ce soit si on parle de foot, que ce soit en Ligue des Champions. On va avoir des équipes, on se dit waouh, on n'aurait pas mis €1 sur cette équipe-là. Et derrière, cette équipe est arrivée très très loin, soit à gagner, soit à se rapprocher de la victoire. Parce qu'en fait, les équipes sont arrivées ensemble, à être extrêmement soudées. Et lorsqu'il y a un problème, qui ne vont pas blâmer l'un ou l'autre en fait. Et qui ne vont pas avoir l'ego de dire « Ouais, moi, je suis le plus fort, moi, je suis une star ». Il n'y a pas de star chez nous. On a eu des phases où on a eu des stars. Et j'ai arrêté ces phases-là parce que derrière, c'était contre-productif d'avoir des stars dans l'équipe. La star, c'est l'équipe. Et l'équipe, c'est la famille. Et aujourd'hui, dans cette équipe-là, je sais que chacun d'entre eux est capable de se couper un bras pour moi. Et moi, je suis capable de me couper les 2 bras pour eux. Et ça, ils le savent. Ils savent que je les protégerai toujours, quoi qu'il arrive. Et parfois, il y a eu dans le passé des gens qui vont regarder le négatif et qui disaient oui, c'est une mafia, c'est ci, c'est là, cette équipe-là, les gens. Non, non, c'est une équipe de gens qui sont eux-mêmes, que j'ai choisis, et qui sont eux-mêmes là pour leur équipe, et qui font la même chose que moi pour leur équipe. Moi, je me couperai les 2 bras pour eux, mais eux se couperaient aussi les 2 bras pour leur équipe. Et c'est ça qui fait leur force aujourd'hui, et qui fait la force de l'équipe, et qui fait la force de Humanity, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on est inarrêtable. Et des concurrents, on a eu des petits concurrents, des gros concurrents qui ont voulu nous manger, qui ont venu récemment encore, qui ont voulu recruter des gens dans nos équipes massivement. On a tout eu, il y a même effectivement, j'en parlerai plus tard, même on a rejoint un écosystème et là aussi, je dirais, parfois cet écosystème veut faire en sorte que derrière on soit conforme au groupe. En fait, on est une équipe qui est inarrêtable. Et peu importe comment on fonctionne en fait. On est une famille et c'est comme une famille. On a des conflits, évidemment, mais on sait se dire les choses. On sait se dire s'il y en a un qui fait une connerie. Et c'est pas grave, c'est pas parce qu'il y en a un qui fait une connerie ou qui est pas là un jour ou qui derrière va être malade ou quoi que ce soit. On va le soutenir dans sa vie. Parce que sa vie, je vais pas regarder juste la vie pro. La vie pro, c'est qu'une partie. Je vais regarder la vie pro, la vie perso. On connaît tous nos vies pro, nos vies perso qui sont extrêmement liées. On va tous bosser, on va beaucoup bosser. Ah, c'est sûr, quand on regarde pas les heures, on n'est pas sur le 9h-17h, c'est pas le sujet. Je l'ai jamais été et mes équipes non plus. Voilà. Avant, je l'écrivais, aujourd'hui, je l'écris pas. Je le dis quand même et c'est pas grave. Et je m'en fous parce que j'ai le courage de le dire, hein, qu'effectivement, en faisant le fameux 9 to 5, ben, je vois pas à quoi on peut arriver. Souvent, les gens me disent « Oui, mais j'y sais, si on est très productif de 9h à 17h, c'est pas la peine de travailler beaucoup plus. » Ben ouais, moi, je cherche pas des gens qui sont productifs de 9h à 17h. Moi, je cherche des gens qui sont productifs pendant 15 heures. Je dis « Ouais, mais c'est pas possible. » Ben, c'est pas possible, mais c'est ma façon de travailler, en fait. Et c'est un état d'esprit. Ceux qui n'ont pas... De toutes les manières, les gens qui sont trop talentueux, en fait, qui sont capables de faire beaucoup de choses de 9h à 17h, je les veux pas. Moi, je veux pas des talents extraordinaires. Moi, je veux des bosseurs. Je veux des gens qui ont le même mindset. Et c'est le mindset qui nous rassemble. C'est un mindset de champion. Autour de moi, je veux une équipe championne, en fait. Je suis pas forcément un champion dans chaque discipline, mais je veux une équipe championne. Et c'est ce qui fait là aussi lorsqu'on va voir nos clients. Les projets, on va les déchirer, les projets. Voilà, évidemment, on va être les meilleurs sur les projets. Ça veut pas dire qu'on va pas se planter. Et comme je dis à mes clients, un truc hyper important. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Chaque fois que je vais voir des clients, que je vais à un projet, je leur dis toujours la différence entre les concurrents et moi, c'est que moi, je vais vous dire quelque chose qui sera vrai. Ah bon, c'est quoi? On va se planter sur votre projet. Pas une fois, mais plein de fois.
Parce qu'un projet qui réussit dès le premier jour, j'en connais pas. 25 ans que je travaille, ça n'existe pas. Donc il y aura plein de problèmes sur votre projet. On va se planter plein de fois. Mais la différence, c'est que moi, 1, je vous le dis, et 2, je serai là. Je voyage tout le temps, mais vous pouvez m'appeler, mon numéro il est là, vous pouvez m'appeler. Et si je dois prendre l'avion pour venir dans les 24 heures qui viennent, où que je sois, vacances ou pas vacances, je viendrai, je serai à vos côtés, et ensemble, on sera dans la merde. Et ensemble, on va se remonter les manches, et ensemble, on va réussir. Quel que soit le projet, que ce soit avec un client, c'est pareil avec mes équipes. Mes équipes savent aussi que je suis tout sauf le patron inaccessible. Elles ont toutes mon numéro, elles peuvent toutes m'appeler, m'envoyer des SMS, WhatsApp, email. Voilà, plus par WhatsApp. Mais sinon, peu importe le canal, je réponds. J'essaie de répondre dans les 24, 72 heures max. Et s'il faut me déplacer pour aller voir quelqu'un, je vais le faire. Comme vendredi soir, j'étais pas là, j'étais en Grèce. Il y a quelqu'un qui m'a appelé d'une équipe que j'ai vue une fois, qui m'a appelé dès que je suis sorti de l'avion. J'ai dit je te rappelle dans 2 heures. Et on a eu une discussion entre 23h30 et minuit 30. Quelqu'un qui fait partie des équipes au Maroc. On a discuté, je l'ai écouté, elle n'avait pas été assez écoutée, etc. Je l'ai écouté. Et c'est ça qui fait notre culture. C'est le fait d'être une équipe et le fait d'avoir des personnes qui ont un mindset commun. Et le socle, c'est le mindset. C'est le socle de la culture et c'est le socle de la réussite. Et derrière ces équipes, justement, je te parlais de famille, c'est ça aussi pour moi la famille. On va avoir des codes communs, on va avoir une façon de travailler commune. Et c'est ce qui fait la différence. Ce qui a fait la différence dans toutes les sociétés que j'ai créées. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma société actuelle, dans Humanity, j'ai encore les mêmes membres de mon équipe et de ma famille qui étaient là il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans aussi avec moi pour l'équipe majeure. Ouais. Complètement. Tu parles justement de culture. C'est un sujet qui est très important, que ce soit pour toi, mais pour toutes les entreprises justement, notamment même quand on veut avancer, quand on veut scaler, etc. Et réussir à monter une organisation. Aujourd'hui, vous êtes 600 et réussir à faire en sorte que chacun incarne la culture finalement, c'est pas si simple. Quelles sont les différentes caractéristiques justement clés d'une culture d'entreprise forte et positive qui va favoriser à la fois le bien-être des employés, mais aussi la performance et la réussite de l'entreprise? Alors la première, ça va être déjà le leadership, on va dire des leaders, qu'on va créer et qu'on va mettre en place. Et le leadership, évidemment, on revient même encore plus haut, c'est le mindset, j'y reviens. Le mindset est clé, comme je vous l'avais dit à Chypre, chaque matin quand je prends ma douche, en face de moi, j'ai une image en fait d'un chat qui se rêve en tigre. Et c'est écrit mindset is key. Le mindset, c'est clé sur toute l'entreprise. C'est le premier point de la culture d'entreprise. Déjà, un. Deuxièmement, ensuite, il y a le fait de créer ou de nommer des leaders qui soient ce que je vais appeler des leaders éclairés. J'ai essayé différentes organisations. À un moment, j'avais essayé toutes les organisations sans patron, non hiérarchiques, l'holacratie, la sociocratie. Tous ces modèles-là d'organisation, je les ai essayés. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas marcher, mais en tout cas, moi, chez moi, dans mon équipe, ça a failli. Parce qu'il faut des leaders. Mais des leaders, j'ai envie de dire, qui sont, je vais appeler des servant leaders. Des leaders au service de leur équipe, en fait. Qui vont, comme je le disais tout à l'heure, des leaders qui vont aimer leur équipe, des leaders qui vont faire grandir leur équipe, pas des chefs haillons à l'ancienne qui vont être là, ah là c'est mon précaré, il faut pas toucher, je suis le patron de l'équipe, je suis le directeur, je suis le chef de projet, je suis le chef, donc j'ai raison. Non, non, attends, tu es là pour faire grandir tes équipes, tu es là pour être au service de l'équipe. Si dans ton équipe de dev, à un moment il manque un ordi, pour quelqu'un dans ton équipe où son ordi il plante, il y a 2 options. La première, tu demandes au service administratif qui commande un ordinateur qu'il aura peut-être dans 1 semaine ou 2, et en attendant, tu as une personne à l'équipe qui ne bosse pas ou qui ne fait rien, ou dont le travail n'est pas optimisé. Soit tu te dis, je suis le leader, donc c'est moi qui vais aller à la Fnac ou chez Apple et c'est moi qui vais aller chercher l'ordinateur. Voilà. Je ne vais pas attendre et je vais faire une note de frais pour l'admin et puis voilà en fait. Est-ce que je vais passer, peut-être que je vais gagner 10% pour un ordinateur en passant par le service administratif, peut-être que je vais le payer 1000 euros et pas 800 ou un truc comme ça. En fait, on s'en fout des 200 euros en fait, parce qu'une journée passée sans rien faire, c'est une journée retardée. Donc, et puis c'est mon rôle en fait de chef en fait, entre guillemets, c'est ça le rôle de chef, c'est comme un coach d'une équipe. C'est de faire en sorte que chaque membre de son équipe puisse utiliser son plein potentiel 24/24 en fait.
Et puis de la même manière, s'il y en a un qui n'est pas du matin, il faut essayer de trouver le bon mécanisme pour garder la cohésion de l'équipe, que le reste de l'équipe, s'il y en a un qui arrive un peu plus tard, soit accepte ça, c'est du consensus et c'est le fait que derrière, l'équipe s'accepte et que l'équipe trouve son meilleur potentiel. Donc, culture d'entreprise, le fait d'avoir le mindset, le bon mindset, le fait d'avoir des leaders qui sont les bons leaders, les bons servant leaders qui vont faire grandir l'équipe. Le fait d'avoir ensuite des codes communs, le fait d'avoir des valeurs fortes. Moi, je parle toujours vision, mission, valeurs et principes. Nous, on va même plus loin. Moi, je vais dans les comportements que je veux voir dans l'entreprise. Alors moi, tout est écrit. Avant, je ne l'écrivais pas, je le disais. C'était bien, je le disais de nombreuses fois par jour. Et après, j'ai commencé à écrire. Et les valeurs, chez nous, elles évoluent tout le temps. Mes valeurs, elles évoluent au moins une fois par an. Au début, c'était tous les mois, on faisait... Et ce n'est pas mes valeurs à moi, mais mes valeurs sont les valeurs de l'entreprise et les valeurs de tout le monde, en fait. C'est pas moi qui les ai créées, ce sont les équipes ensemble. On s'est dit très rapidement, c'est quoi nos valeurs à l'instant T. Et nos valeurs, on s'est dit, on va les challenger tous les trimestres. Aujourd'hui, on est plus gros, on les challenge au moins une fois par an. Même si en permanence, n'importe qui peut les challenger. À un moment, on avait la transparence comme valeur. Et puis un jour, il y en a un qui a dit, ouais, mais la boîte, elle est transparente, mais elle n'est pas 100% transparente. C'est vrai que parfois, il peut y avoir des choses qu'on ne peut pas dire. Et c'est vrai qu'en fait, on est 98% transparent. C'est vrai que parfois, sur certains licenciements, il y a des choses qu'on ne peut pas dire légalement. Et d'un point de vue légal ou par rapport à certains contrats, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais donc, on est 98%, là où la moyenne des boîtes, c'est peut-être 30, 40 ou 50%. Nous, on va être 98%. Et du coup, on a fait changer la valeur. Et c'est pareil très régulièrement. Chaque fois qu'on a une valeur qui ne correspond pas ou une valeur qui correspond, on va l'ajouter, on va en enlever une, voir si besoin. On a déjà eu des 3, 4, 5, 6 valeurs. Aujourd'hui, on en a 3. Le premier, c'est Customer Success Obsession, c'est l'obsession de la réussite du client. Ma réussite, c'est la réussite du client. Le deuxième, c'est l'esprit Ubuntu. C'est un concept africain que je vais résumer par « nous sommes donc je suis » ou « nous sommes parce que je suis ». C'est-à-dire je ne suis que dans le collectif, en fait. Et c'est le collectif avant tout. L'individualité, oui, on est là pour que chacun grandisse, mais grandisse dans un collectif. Et la troisième, c'est justement l'esprit agile pour justement faire en sorte que la boîte garde son esprit start-up tout le temps. Et après, on a des principes. Et dans chacune des valeurs que je viens de citer, et dans le 12 principes, au-delà du principe, il y a les comportements qu'on veut voir et qu'on ne veut pas voir dans l'entreprise. Et la culture d'entreprise, c'est ça. En tant que leader, on est là pour écrire aussi les choses, pour tous les nouveaux lorsque la société grandit, et aussi pour tous les actuels. Et pendant le Covid, chaque matin, je me levais, je regardais nos valeurs et les comportements que moi-même, j'avais demandé aux équipes de suivre ou aux équipes de ne pas suivre. Et justement, c'est en étant fidèle à ces valeurs que d'ailleurs, on va pouvoir avoir le courage aussi de faire avancer la boîte et de prendre des décisions plus ou moins dures parfois pour le collectif. Donc vraiment pour moi, vision, mission, valeur, d'avoir des codes communs, de pouvoir échanger, de pouvoir se voir et de pouvoir à la fois bosser ensemble et festoyer ensemble. Je suis toujours un adepte depuis mon époque New York du work hard et play hard. C'est important aussi. C'est important depuis la nuit des temps, du pain et des jeux. Donner aux gens du pain et des jeux. Et c'est vrai, et je me l'applique à moi-même. Voilà, avec mes équipes, on bosse beaucoup, mais on a aussi du fun ensemble. Ouais, justement, j'ai envie qu'on rebondisse là-dessus parce que quand tu as des valeurs, tu mets en place des rituels face à ces valeurs. Un des éléments aussi que tu as mis en place, c'est justement ces events. Tu parlais de Mind Valley tout à l'heure en exemple. Tu m'as expliqué justement la structure de vos événements et le nombre d'événements que vous faites qui est juste énorme. Et puis un gros event où tout le monde se rejoint, etc. C'est assez original. Il y a peu d'entreprises qui le mettent en place et qui le mettent en place de cette façon-là. Est-ce que tu peux nous partager justement cette vision que tu as mis en place ? Ouais. Alors déjà, à titre pour donner des chiffres, l'année qui a précédé le Covid, on a réalisé plus de 400 events. 400 events. Ça fait plus de 1 par jour. Bon, évidemment, on a plusieurs pays, on a plusieurs villes. On doit avoir 7 ou 8 lieux différents aujourd'hui. Et on en avait quelques-uns de plus aux États-Unis, notamment avant le Covid. Mais plus de 400 événements. Ça comprend évidemment, ça peut comprendre un événement où on est tous réunis à 600,
Comme ça peut être un soir où on se prend une bière à 8, 10, 15, 20, 30. Mais un événement organisé. C'est pas on sort du bureau, on va se prendre un verre. C'est des événements organisés, on en a fait plus de 400. Et la culture d'entreprise qu'on a créée grâce à ces événements est pour nous extraordinaire. Beaucoup de gens, mais beaucoup, énormément, je dirais même pas, la grande majorité, sont restés avec nous. Et justement, un turnover hyper bas, juste parce que on se voyait tout le temps et on était tout le temps ensemble et on avançait ensemble en fait. Je dis, je parle au passé, c'est revenu depuis récemment, mais c'est vrai que pendant la période de Covid, on a eu un turnover à un moment qui est élevé parce que on a perdu, c'était pas la première année, mais même plutôt la deuxième, parce que on a perdu certaines choses justement qui faisaient nos valeurs. Et c'était quoi? C'était le partage physique, le fait d'être ensemble. Après, très souvent, d'une mission à l'autre, c'est à 80% les mêmes d'une entreprise à l'autre. Qu'est-ce qui fait la différence? Ben justement, la culture d'entreprise, la capacité d'évoluer d'un rôle à un autre, la capacité de ne pas rester enfermé, seul, aussi sur nos principes. Je ne l'ai pas dit, mais c'est important, ce n'est pas dans nos valeurs, mais c'est dans nos principes. Le fait que personne chez nous n'est seul, n'est esselé dans son coin. Tout le monde va avoir un buddy, un mentor, un leader, un practice leader. Tout le monde va avoir 3, 4, 5, 6 contacts, que ce soit pour sa vie pro ou sa vie perso. Et donc, pour revenir aux événements, beaucoup d'événements. Et là, maintenant, on revient. On a mis un an et demi pour revenir encore à refaire des événements régulièrement. Après, il y en a, si on prend mon DAF, ça c'est sûr que lui, au début, il trouvait que c'était trop. Aujourd'hui, il trouve encore que c'est trop d'événements. Il a raison. Mais je préfère trop que pas assez. Et donc, on a des événements qui mêlent tout. On a des événements par équipe. On a des événements par pays. On a des événements par ville. On a des événements par practice. On a des événements transverses. Les équipes support, les équipes... on a beaucoup d'événements. Et après, on a des événements, justement, multi-pays. On va avoir 2 pays qui vont se retrouver, ou 3 pays qui vont se retrouver entre les 3. Et après, on va avoir notre grand messe annuel. Et dans les événements que je disais, dans les 400, il y a aussi beaucoup d'événements clients. Parce qu'on organisait aussi beaucoup d'événements clients avant. Et maintenant, on revient à des événements clients, notamment Spark the Change, qu'on organisait dans plusieurs pays, même dans une quinzaine de pays. Et donc, là, de la même manière, aujourd'hui, on a tous ces événements qui reviennent petit à petit depuis un an et demi. Et on a notre événement annuel, ce qu'on appelle l'Open Humanity Weekend, parce qu'on a aussi notre événement mensuel, l'Open Humanity Day, où tout le monde se retrouve localement. Et puis annuellement, on se retrouve au Open Humanity Weekend tous ensemble. Et c'est le meilleur événement de l'année. C'est le meilleur événement même de notre vie. On est beaucoup, chaque fois qu'il y a cet événement, lorsque ça se termine en disant oh, j'ai passé le meilleur week-end de ma vie. Et c'est le cas pour moi chaque fois. Chaque fois, bon, c'est vrai que ça frustre ceux qui n'y sont pas, et ça peut frustrer parfois son conjoint ou des amis en disant j'ai passé le meilleur week-end de ma vie. Mais souvent, c'est le cas. Et ce sont des week-ends qui sont des week-ends où on va tous se retrouver. Pourquoi? Parce que j'ai voulu aller, même si c'est beaucoup plus cher, mais aller contre ce qui se passe dans beaucoup de boîtes où il va y avoir le week-end du CODIR. Le COMEX va se retrouver au ski, va se retrouver quelque part et on va avoir... Moi, j'ai fait un week-end en 10 ans avec 2-3 personnes autour de moi. Voilà. Et encore, c'était un week-end qu'on a fait perso, c'était le seul. En général, ça n'arrive pas. On part tous. Ou on part pas. Je préfère attendre un an, mais se dire qu'on part à 600. Et justement, on va se retrouver. Et dans ce week-end-là, on va avoir quoi? On va avoir des moments de partage. On va partager des choses qu'on fait chez nos clients. Des moments de partage interne. On va avoir des moments d'inspiration. On va avoir des talks, des gens les plus inspirants de la boîte. On va faire venir même parfois des externes pour justement avoir des moments hyper inspirants. On va faire du sport ensemble, on va faire du team building, on va faire des soirées. Et puis, comme je disais, on a aussi un événement dans l'événement. On a une équipe en interne qui va être là qu'on appelle chez nous en l'occurrence les Warriors. Ce sont des gens qui vont être là dans l'équipe, une équipe qui est assez extrême. On va faire des sports extrêmes pendant que les autres vont dormir ou pendant que les autres vont justement faire des pauses dans le week-end. Et ben nous, on va faire des activités extrêmes.
Et je vais leader ça parce que moi-même j'aime les activités extrêmes. Et en général, voilà, on va faire des choses qu'on ne peut pas dire aussi, mais des activités qui sont extrêmes, très orientées autour du sport. Donc en général, les gars sont assez sportifs aussi. Et ce sont des choses aussi qui vont nous souder encore plus. Et en fait, ce qui est bien, c'est que on va avoir notre ADN et l'ADN de toutes ces équipes. Parce qu'en interne, tu l'as dit au début, on a aussi différentes startups dans l'écosystème Wemanity. Des startups comme WeWise sur la partie IA, Data, on va avoir des startups sur la partie Dev, Wiza, on va avoir plein de startups en fait en interne. Et ces startups-là vont aussi avoir leur culture à l'intérieur de la culture. Mais une culture avec le même ADN, c'est la même famille. Et on va tous se retrouver lors de cet événement annuel. On se retrouve aussi lors d'événements ponctuels par équipe. Mais là, cet événement-là, c'est notre événement. Et en général, en dehors de quelques personnes externes qui vont venir pour quelques moments d'inspiration, ça va être un événement où on va tous se retrouver. Et on va partager, on va profiter. Toujours en respectant évidemment tout ce qu'il y a à respecter. Mais on va vraiment profiter du week-end, du moment. Et en général, ça se fait sur 3 jours, sur 4 jours. Donc c'est un week-end prolongé et où on va faire plein de choses ensemble et beaucoup autour soit d'activités sportives, soit d'activités qui rassemblent, soit autour d'activités professionnelles aussi, où on va prendre des cas, on va parler de retour d'expérience, de ce qui a réussi, de ce qui a échoué. Et c'est comme ça qu'on va énormément apprendre les uns avec les autres. C'est extrêmement intéressant et justement, ça me permet de rebondir sur différentes questions, notamment au niveau de la performance et de la gestion. Avec plus de 600 collaborateurs, le suivi des performances individuelles mais aussi collectives peut être assez complexe. Quels sont les différents systèmes que tu utilises pour évaluer les performances ou donner un retour d'information direct des performances, que ce soit lié aux objectifs et lié aux performances du quotidien? Tu parlais tout à l'heure des OKR par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses en plus des OKR qu'on peut expliquer ici, que tu as mis en place pour pouvoir avoir un suivi réel des performances de tes équipes? Alors, je vais dire 2 choses en fait, même 3. Le premier, évidemment, ce sont les OKR. Les OKR de toute la boîte, de toutes les activités, de tous les projets. Et ça descend jusqu'à l'individualité. Et au moins, l'avantage des OKR, c'est que derrière, ça va être partagé. Et les gens vont se committer. Les équipes vont se committer à travers les individus qui vont eux-mêmes se committer. Et c'est sur toute la boîte. Moi-même, j'ai mes OKR. Alors, pour le coup, moi, j'ai beaucoup d'OKR parce que j'ai des OKR aussi par pays aussi, où en fait, je dois apporter de la valeur aussi à chacun de mes pays. Mais sinon, tout le monde a des OKR. Les OKR, c'est pas... Normalement, c'est trimestriel, donc c'est pas... on peut se planter aussi. Et normalement, d'ailleurs, l'OKR, son objectif, on doit être dans les 70-80%, ou sinon, c'est qu'on a mal calibré. Si on est à 100% de ces OKR, c'est qu'il y a un problème. Voilà, normalement, c'est qu'on a mal calibré au début. Donc, normalement, on doit être ambitieux. On doit être suffisamment ambitieux pour ne pas arriver au 100%. On peut y arriver une fois au 100%. C'est bien, c'est sympa, c'est gratifiant pour son ego. Mais ce qui est bien, c'est que chacun se fasse de son mieux, que chacun grandisse. Pareil, si on est à 20%, c'est qu'il y a un problème, on a mal calibré. Si ça arrive une fois, c'est pas grave. 2 fois, on se pose des questions. 3 fois, c'est qu'on n'est pas bon en perspective. Et c'est important de savoir anticiper. Et donc, les OKR, c'est bien parce que c'est pas top-down. Même si ça part de ma vision, moi, c'est moi qui vais fixer à la base les OKR pour l'entreprise. Mais par contre, je vais les fixer, mais les équipes peuvent tout à fait, lorsqu'elles se committent, me dire « mais t'es fou, ton ambition, elle est démesurée, on n'y arrivera pas ». Et du coup, on va échanger. Et je vais revenir en les disant « oui, mais voilà, c'est pour ça ». Et tout. Ils me disent « ok, si tu veux, on peut le faire, mais ne nous attends pas sur 70%, attends-nous sur 30 ou 40%. Peut-être qu'on n'y arrivera pas ». Je dis « ok, très bien ». Après, on échange, je dis « bon, mais moi, je préfère arriver proche des 70, ok. Ben, ça, à la limite, je dis « on arrivera à ton objectif. Par contre, c'est pas sur ce trimestre, c'est dans 3 trimestres. » Ok, on échange, on dit, et 2, oui, ok, très bien, mais il faut un peu plus de membres de l'équipe, etc. Il te faut qui? Il te faut quel moyen? Et comme ça, je dirais pour moi, c'est le critère numéro 1 pour évaluer les performances individuelles et collectives et de l'entreprise aussi. Après, le deuxième élément, ça va être les rituels, évidemment. Il faut qu'il y ait tous les rituels qui vont bien, que ce soit les rituels collectifs, et que ce soit tous les rituels de l'agile. Et donc, c'est le deuxième et le troisième point, c'est respecter les rituels de l'agile. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut un daily pour l'équipe. On est obligé d'avoir un daily. Pour suivre au jour le jour, c'est rapide. Et qu'on soit 3 ou qu'on soit 10 ou qu'on soit 15. Après, si on est trop nombreux, il faut splitter par équipe et réduire les équipes. Mais il faut notre daily. Un daily, pour ceux qui nous écoutent, c'est une deadline. Non, le daily, c'est le fait d'avoir tous les matins en fait, un point, un rituel tous les matins, juste pour se mettre, pour se coordonner.
Moi, je sais qui fait quoi toute la journée. Ok. Qu'on soit ensemble ou qu'on soit en remote, c'est très bien en fait. Et c'est encore mieux en remote en fait. Donc un daily, on sait tous les points de la journée, ce que va faire chacun au quotidien. Après, la fin de la semaine, c'est bien qu'on ait un point sur ce qu'on a fait, le rituel. Et on peut même avoir 2 rituels. On peut voir la démo. La démo, c'est qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et au moins, on se dit les choses. Et dans la démo, on se dit tout ce qui ne va pas. Même s'il y a du sang sur les murs, à la fin de la démo, c'est pas grave. On se dit, bon, à ce moment-là, tu sais quoi, ce jour-là, tu as dit que tu étais là, mais je t'ai pas vu. Et je me dis, est-ce qu'il nous a pas mitonné, etc. Ok, ah ouais, non, mais ok, très bien, le sujet est réglé. Ou tu devais livrer ça, tu l'as pas livré, j'aime pas trop ça. Ou tu m'as parlé d'une manière, en fait, je peux pas travailler dans ces conditions-là. On se dit les choses dans la démo. Ouais. Ou franchement, bravo. À toi, franchement, je te donne un kudo. Franchement, bravo pour ce que tu as fait, c'est génial. Voilà, on va se dire les choses. La démo. Et puis, évidemment, pour démarrer une semaine, on a un sprint planning où on va dire tout ce qu'on va faire sur la semaine. Et à la fin, on va se dire qu'est-ce qu'on a réalisé aussi. Et c'est là qu'on va faire la démo. Et dans la démo, on peut avoir la rétrospective que je viens de dire sur, on se dit ce qui va pas, ce qui a marché individuellement et collectif. Donc ça peut marcher. Si on ne veut pas le faire à la semaine, on peut le faire au mois. Mais en tout cas, c'est important de garder justement son daily, la démo de fin de semaine, la rétrospective ou de fin de mois. Et le sprint planning, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qu'on va faire. Après, ça peut prendre plusieurs noms, sprint planning, backlog, etc. Mais en gros, c'est qu'est-ce qu'on a à faire comme objectif sur le mois et en quoi ça répond à nos OKR du trimestre. Ok, ouais. Et c'est ici justement, quand tu disais daily avant, j'avais compris delay, et justement c'est la deadline. Oui. C'est ici notamment, à chaque fois tu mets en place des deadlines sur chacun des objectifs, à chaque fois tu détermines des personnes qui vont être responsables de ces deadlines. Ouais. Le ownership, tu viens de dire responsable. Le ownership, c'est clé. Il n'y a pas pire dans une entreprise lorsqu'il n'y a pas de ownership. Ou lorsqu'il y a un multi-ownership. Ouais. Et ça arrive souvent dans les entreprises qui vont dire « Ah, nous, on ne veut pas de leader, nous, on ne veut pas trop faire peser de poids sur chacun. Moi, je m'en fous, en fait. » Ben oui, chacun a de la pression. C'est pas grave, en fait. La pression, elle doit être positive. Moi, je pars du principe que la pression paralyse ou catalyse. Moi, j'ai besoin autour de moi des gens à qui la pression catalyse. Mais après, c'est dans les deux sens. Il faut mettre de la pression positive. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est pas pour... si la personne ne réussit pas sur son deadline, il ne faut pas la blâmer. Très probablement, à 80%, ce n'est pas forcément de sa faute. Ça peut être de sa faute, mais ça peut être aussi par rapport à l'équipe, parce qu'on n'a pas donné les moyens, etc. Donc, à un moment, c'est là où le leader joue son rôle. Si on met un deadline, que la personne ne le tient pas, et qu'on le blâme pour tout ce qu'il a fait, ça ne marchera pas. Ouais. Par contre, le fait de l'accompagner, là encore, le daily, ça sert à ça. Ça sert à ne pas attendre la fin. C'est ça les rituels de l'agile. Ne pas attendre la fin du projet, le deadline pour dire « Ah, ça n'a pas marché ». Normalement, si on est sur un deadline au bout d'une semaine ou au bout d'un mois, on sait très vite, à la moitié, voire au tiers, on sait déjà si on va l'atteindre ou pas. Si on va être à 120% ou si on va être à 20%. Donc c'est là où on corrige grâce au daily, grâce aux démos, et au plus on est court à la semaine, au plus après, on va éviter le risque de failing du deadline. Et le deadline, il peut évoluer en cours. Voilà, il peut évoluer en cours si on s'aperçoit au moment, parce qu'il n'y a pas pire que de se voiler la face et se dire au bout d'un mois, ah, on n'y est pas arrivé, mais on le savait avant qu'on n'allait pas y arriver, donc il ne faut pas se voiler la face. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est là où on est en permanence dans le changement. Ben, si à un moment, au bout du 3e sprint de 3 semaines, si au bout de 3 semaines, on voit qu'on ne va pas être sur le délai du mois, c'est pas grave en fait. Ok, on change. Qu'est-ce qu'on change la semaine prochaine pour que ça aille mieux et qu'on soit peut-être en termes de cadence, en termes de rythme, allez, 20% meilleur. Et ainsi de suite. Ouais. Comment est-ce que finalement tu assures avec le nombre de membres dans ton personnel qui est vaste, 600 personnes, c'est quand même colossal, que chacun d'entre eux se sente valorisé et engagé dans leur travail? Alors, je reviens sur le leader. Déjà, faire en sorte que les leaders soient capables de les faire grandir. Okay. Et justement, qu'ils apprennent toujours. Moi, je pars du principe que dans tous les événements que je fais, dans toutes les réunions, je démarre avec ce que j'attends de la journée. Et ce que je vais essayer de donner à la fin de la journée, je reviens en disant qu'est-ce qu'on a réussi ou pas. Le premier, c'est déjà, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. On bosse trop, même si des équipes étaient tentées de faire le 9 to 5 et bosser même 7 heures, 8 heures ou 9 heures dans la journée, la vie est trop courte pour s'emmerder en fait. Donc c'est bien de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, avec les personnes avec lesquelles on le fait.
c'est extrêmement important. Après, parfois, on peut avoir des phases où on en prend moins parce que c'est plus dur et c'est pas grave. On doit apprendre dans ces moments-là. Donc déjà, comment on fait? Déjà, il faut leur donner la reconnaissance qui est la leur aussi. Il faut les faire grandir, il faut les faire apprendre. Et après, mettre en place les rituels réguliers, là aussi, pour faire aussi des évaluations. Des évaluations qui peuvent être aussi des 360 aussi, c'est très bien aussi. Parce que c'est dans les deux sens. On n'est pas là pour blâmer le membre de son équipe, mais lui non plus, il n'est pas là pour te blâmer, mais quand même, on est là quand même pour se donner du feedback. Et le feedback, c'est un cadeau de donner un feedback à quelqu'un. Et les feedbacks, il faut les donner régulièrement. Au début de la boîte, pendant 3 ou 4 ans, j'avais interdit les évaluations annuelles. Bon, il se trouve que dans la loi, on est obligé de les avoir. Mais moi, je les avais interdites. Une évaluation, ce n'est pas au bout d'un an. Une évaluation, elle est quotidienne. C'est comme si on faisait le bilan avec sa femme ou avec ses amis au bout d'un an en disant « Oh, sur l'année, tu as fait ça. » Non. C'est régulier, en fait. Il faut se dire ce qui ne va pas. Il faut donner le feedback à l'autre. Il faut recevoir le feedback. Il faut être capable de le recevoir aussi. Le feedback, c'est dans les deux sens. Si on le reçoit mal quand on nous le donne, automatiquement, ça crée un biais parce qu'après, l'autre ne voudra plus le donner, le feedback. Et pourquoi je ne voulais pas l'évaluation annuelle? Parce que l'évaluation annuelle, c'est souvent, aujourd'hui, on le fait, mais pas que. Il y a aussi des évaluations régulières. Parce que c'est souvent une mascarade, en fait, l'évaluation annuelle. C'est une hypocrisie. Parce qu'on va avoir la personne qui vient pour avoir son augmentation. Et de l'autre côté, on va avoir le responsable qui va venir pour réduire l'augmentation le plus possible. Donc, s'il dit trop de bonnes choses, l'autre, il va se sentir trop gonflé en disant « Ah, je veux plus ». Donc, au final, c'est pas très sain, le fait d'attendre 1 an pour avoir son augmentation et d'arriver de dire « Ah, t'as réussi ça, mais attention, t'as aussi échoué ça, donc ne demande pas trop. » Et l'autre « Ah non, mais ça, je l'ai pas échoué, ça, je l'ai réussi, donc j'ai besoin de plus. » Non, en fait, l'évaluation, elle doit être régulière. Ouais. On a été obligé, malheureusement, de le mettre en place. Aujourd'hui, on l'a. Mais je milite au jour le jour pour que les équipes soient aussi dans le fait de donner du feedback aux équipes régulièrement et d'avoir des rituels dans leurs équipes, dans le collectif, ce qu'on appelle chez nous des practices, de les avoir régulièrement. Résultat, ça évite d'attendre l'année et d'avoir un peu cette mascarade de « Ah oui, je veux tant », etc. Et à un moment, on a même essayé de décorréler ça et de dire « Pendant l'entretien annuel, on ne parle pas d'argent, on en parle sur d'autres rituels. » Aujourd'hui, on le fait parce qu'à un moment, on grandit aussi, il y a des choses qu'on doit faire. Cependant, on essaie de garder justement des évaluations régulières, que ce soit avec les clients. On demande aussi à nos clients de nous évaluer régulièrement. On demande à nos équipes de nous évaluer. Moi, tous les mois, j'ai un happiness survey. C'est aussi un survey. On a beaucoup de rituels, je te l'ai dit. C'est aussi un sondage où chacun va dire s'il est bien, s'il n'est pas bien, ce qu'il pense de la société, est-ce qu'on est cohérent, est-ce qu'on respecte nos valeurs. On le fait régulièrement. Et parmi les rituels, on a aussi ce qu'on appelle des soirées de la transparence chez nous. Des soirées où on part du principe qu'il n'y a pas de tabou. Et justement, chacun peut ouvrir sa bouche et dire ce qui ne va pas. Et on est les premiers à dire, OK, on se plante aussi. On n'est pas les meilleurs surtout, on peut se planter. Et justement, aidez-nous à réussir. Et donc, en fait, les évaluations, elles sont dans les deux sens. Parce que si à un moment, on ne s'est pas évalué, les gars, ils vont partir. Et après, en partant, ils vont dire, ouais, on ne nous a pas écoutés. Et ça arrive malheureusement encore. Il y a des personnes qui peuvent passer dans les mailles du filet. J'espère, moi, ce que je dis tout le temps dans mes équipes, et surtout depuis 18 mois, j'ai instauré ce qu'on appelle le Humanity for Life. Mon rêve, c'est que tout le monde reste dans la boîte et qu'on n'ait pas de départ de personne, parce que ça veut dire chaque départ, c'est un échec. Ouais. Tu évoques justement depuis 18 mois, parce qu'il y a eu un événement il y a environ 18 mois justement, où vous avez, il y a un groupe qui du coup a racheté Wemanity. Tu es en phase d'earn-out actuellement. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette phase pour celles et ceux qui nous écoutent? Et après, j'aurai 2 dernières questions à te poser. Alors, premièrement, normalement, donc moi à la base, j'ai jamais été vendeur de cette société Wemanity. C'est mon bébé et je voulais jamais la vendre. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid, ça n'a pas été facile. Il a fallu aussi trouver des financements. On avait aussi un fonds d'investissement. Et le fonds d'investissement, lorsqu'il rentre, c'est génial parce qu'on a un afflux d'argent qui nous permet de grandir. Et à un moment, il faut savoir qu'il faudra le sortir, le fonds. Et puis sur des périodes qui sont 5 à 7 ans, plus ou moins. Ça peut être un peu plus, un petit peu moins, mais en général, c'est 5-7 ans. Et du coup, le Covid arrivant, on a eu besoin d'une manne financière supplémentaire. Le fonds d'investissement, justement, à un moment, n'a pas forcément mis la manne supplémentaire. Donc, il a fallu trouver potentiellement un autre fonds d'investissement. Et dans les discussions avec les fonds d'investissement, à un moment, il y a une société qui est venue, qui s'appelle Reply, une société italienne qui ne fait que de l'innovation,
qui est un leader mondial de l'innovation. L'innovation en intelligence artificielle, l'innovation dans les voitures autonomes, innovation dans tout ce qui est autour du cloud, innovation sur le Web 3, une société qui ne fait que de l'innovation, qui représente 15 000 personnes dans le monde, une société italienne, très présente aux États-Unis, en Angleterre aussi, en Allemagne, et une société familiale. Et lorsqu'ils m'ont contacté, je leur ai dit non, mais je ne suis pas vendeur. Bon. Ils sont revenus à la charge à plusieurs reprises. Et après, on a fini par se voir. Ils sont venus à Paris, à Bruxelles. Je suis allé chez eux à Milan. Et j'ai vu une société extraordinaire. J'ai été bluffé par ce qu'ils faisaient dans l'innovation. Moi, j'adore l'innovation. Et pour moi, un des moyens de durer, c'est d'innover en permanence. Et à un moment, j'ai basculé parce que j'ai compris que c'était une société de 15 000 personnes, mais avec près de 180 startups. Donc, en fait, c'est un peu une startup nation à eux seuls. Et chaque startup est autonome. Et si je ne voulais pas vendre, c'est parce que je ne voulais pas me plier au diktat du groupe qui allait m'enlever mon autonomie. Et du coup, je leur ai dit, bon, si vous voulez qu'on passe à l'étape supérieure, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à une quinzaine de patrons de vos startups. J'ai parlé à une quinzaine et tous étaient là depuis 6 mois, 18 mois, 3 ans, 12 ans, 18 ans. Là, normalement, on ne reste pas dans une boîte, en fait. Et les gars me disaient, ouais, mais nous, on a vendu, mais en fait, on a intégré un écosystème. Donc, on a plus de moyens qu'avant. Et en plus, on a plus d'innovation qu'avant. Donc, on est capable de durer et d'aller plus vite. Et ça m'a un peu interloqué parce que moi, je ne voulais pas vendre parce que j'ai l'habitude des sociétés, soit que j'ai vendu et après, le groupe veut faire en sorte que derrière, on soit compliant surtout et que derrière, on les suive. Et ça nous enlève l'autonomie. Et si moi, j'ai plus d'autonomie, je meurs, donc je m'en vais. Et mes équipes, c'est pareil. Et là, en fait, j'ai vu une boîte qui était radicalement différente. Et donc, je me suis dit, allez, go. Je vais faire le deal avec eux plutôt qu'un fonds d'investissement qui va me demander encore d'améliorer encore mes performances chaque mois, qui va encore, si jamais il y a une crise, qui va risquer de disloquer l'entreprise, qui va me sortir peut-être, etc. J'ai pas envie en fait. Et du coup, j'ai fait le deal avec cette boîte, Reply, et c'était il y a 13 mois même maintenant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous laissent l'autonomie totale et qu'ils nous laissent nous permettent de nous développer et en plus ils nous donnent de nouveaux débouchés grâce à toutes les technologies qu'ils utilisent aujourd'hui et en même temps ils nous demandent d'aller aider leurs clients sur ce qu'on sait faire, à savoir sur l'agile mais aussi certaines parts de l'intelligence artificielle aujourd'hui qu'on a chez WeWise et aussi sur des méthodes de développement nouvelles, sur des nouvelles méthodes de management. Et en fait c'est ce qui fait aujourd'hui que le deal a été fait. J'ai une période d'earn-out de 3 ans et demi, c'est-à-dire que d'une certaine manière je serai payé en 2 temps et mes équipes aussi parce que derrière je ne suis pas le seul, j'ai aussi de nombreux membres aussi de mes équipes que j'ai inclus, exactement, que j'ai incentivé, que j'ai inclus dans le premier deal et que là j'inclus encore davantage de personnes sur un second deal et en histoire vraiment, je parlais tout à l'heure de famille et de bosser ensemble et d'avoir des intérêts communs et d'être sur un objectif commun et du coup c'est certain comme j'ai apprécié la victoire l'année dernière collective, j'apprécierai encore cette nouvelle victoire aussi. C'est une période de 3 ans et l'idée c'est que dans maintenant encore 2 ans et demi, on aura le deuxième paiement et donc la deuxième phase qui arrivera. Mais la grande différence avec les sociétés du passé, c'est qu'avant, j'étais dans une phase de me dire ok, alors que ça se termine, je vends, je m'en vais. Là, je veux rester. Et je suis prêt à rester tant qu'on me laissera mon autonomie, et c'est l'objectif. Je suis prêt à rester des décennies. Et si je l'ai fait, c'est aussi parce que le futur de WeHumanity a bien performé sur l'agile. Et ça reste l'agile sur la durée, mais je veux y ajouter la composante innovation technologique poussée. Et pas juste sur un pan, sur l'intelligence artificielle, oui, mais aussi sur les voitures autonomes, aussi sur l'IoT, aussi sur tous les futurs métiers, sur le développement durable, sur tous les sujets aujourd'hui qui sont les nôtres, qui sont les sujets de notre société, et qui seront, je l'espère, les sujets de la prochaine décennie. Et mon objectif, c'est que WeHumanity puisse rester, compétitif, et chaque fois que WeHumanity puisse rester leader sur son domaine. Et grâce à Reply, c'est une certitude, on le sera. Grâce à Reply et grâce à mes équipes, c'est certain qu'on y arrivera. On voit que tu as beaucoup d'énergie après presque 2 heures ensemble. Justement, ma question, c'est
quelle stratégie utilises-tu pour maintenir ta santé mentale, ta santé physique, tout en poursuivant toujours tes ambitions, en allant toujours plus loin, en ayant toujours cette envie d'avancer? Comment est-ce que tu assures un équilibre justement entre tous tes voyages, tout ce que tu as à faire, toutes tes responsabilités, les challenges auxquels tu fais face, et le fait de pouvoir continuer à avoir cette même envie, cette même énergie après toutes ces années? Alors, il y a deux choses. Un, effectivement, on me pose souvent cette question. On me parle souvent d'équilibre, vie pro, vie perso. Je dirais, pour moi, je parle de vie. Donc, c'est vrai que les deux sont extrêmement mêlés, vie pro, vie perso. Et donc, au final, moi, ce qui va me maintenir, c'est deux choses. C'est un, l'énergie que j'ai, c'est aussi l'énergie que je vais puiser dans mes équipes. Voilà, c'est comme quand on me parle d'inspiration. L'inspiration, je vais la puiser dans mes équipes. L'énergie, c'est pareil. C'est pour ça qu'autour de moi, parmi les principes de la boîte, il y a le fait de ne pas critiquer, de ne pas aimer la critique, le fait de ne pas avoir des gens qui sont négatifs. Parce que les gens négatifs apportent du négatif, les gens positifs apportent du positif. Et c'est après, on peut faire des suggestions, on peut améliorer. Moi, je veux des gens qui construisent, mais des gens qui critiquent pour critiquer sans suggestion, en général, je leur dis fermez-la, ça ne m'intéresse pas. Donnez-moi du feedback avec des suggestions, avec des propositions. Ça m'intéresse, ça fait grandir la société et en étant positif. Et ce positive thinking, c'est vraiment ce qui va faire que je vais avoir toujours plus d'énergie. Et c'est cette énergie, pour moi, qui va faire qu'on est atypique et qu'on arrive à casser des montagnes depuis plus de 10 ans. Et la deuxième chose, c'est la discipline. Derrière tout ça, c'est une discipline de vie. C'est-à-dire que derrière, la discipline, c'est de faire du sport. En tout cas, moi, j'en ai besoin tous les jours. Il me faut ma séance de sport. Il me faut donc discipline perso, discipline professionnelle avec justement, je parlais de tous les rituels, rester proche de mes équipes, discipline dans ma nutrition, dans ma façon de manger. Je suis passé, on va dire, 80-90% vegan il y a 3 ans. Et du coup, bien manger, bien faire du sport, être bien avec ses équipes, garder son énergie, faire des bilans de santé aussi régulièrement pour voir effectivement que, parce que l'énergie, elle est aussi physiologique, de voir aussi que physiologiquement, tout tient. Voilà. Mais c'est vrai que la discipline du sport aussi est nécessaire, du sport, de la méditation. J'ai tous mes rituels, en fait. Moi, je déteste comme on impose. Et de base, j'aime pas la discipline et la structure. Mais par contre, je m'impose quand même ma discipline personnelle, qui est le fait de faire la méditation, de faire du sport régulièrement, de bien manger, et également d'être au plus proche des équipes régulièrement et d'aller chercher cette énergie et d'apprendre tous les jours. J'ai besoin d'apprendre tous les jours. Si j'apprends pas, je suis pas bien. Je vais apprendre auprès des équipes, mais je vais aussi apprendre justement en lisant beaucoup, en écoutant, que ce soit des podcasts comme le tien, que ce soit des podcasts sur différents métiers, des podcasts du futur, en m'intéressant à tout, en m'intéressant aussi à des nouvelles langues, en essayant vraiment d'apprendre tous les jours pour justement me nourrir. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que j'arrive justement à garder cette énergie que tu me demandais et à faire en sorte d'être toujours là et en tout cas de montrer et de tirer aussi en permanence les équipes pour aller plus loin. Merci pour ça, merci pour ces presque 2 heures d'échange. J'ai une dernière question à te poser, mais avant ça, comme je dis à chaque fois, si vous avez pris autant de plaisir à nous écouter, celles et ceux qui nous écoutent, au plaisir que j'ai eu à animer cet échange, faites-le nous savoir, mettez un commentaire dans l'espace commentaire sur YouTube si vous êtes sur YouTube, likez la vidéo, partagez-la, interagissez sur LinkedIn, et si vous nous écoutez sur les formats audio, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée, c'est très important. JC, ma dernière question que je pose à chaque invité qui vient sur le studio, le plateau du podcast Le Déclic, c'est est-ce qu'il y a un déclic qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi, que tu n'as pas partagé encore dans cette interview, que peut-être tu n'as pas l'habitude de partager dans des échanges, en discussion, dans des interviews, que tu aurais envie de nous partager ici aujourd'hui? Ça peut être une simple phrase, une citation, une situation, quelque chose de positif, quelque chose de négatif, peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin. En fait, je dirais que ce n'est pas un déclic, mais des déclics. Et les déclics, chaque fois, on en a parlé au début de l'interview, ce sont chaque fois les crises et les claques que je me suis prises. Et depuis le plus jeune âge. Ça a commencé quand j'avais 7-8 ans. Voilà, j'étais gros à l'époque et effectivement, les gosses se moquaient. Et du coup, j'ai appris justement à beaucoup de choses sur la nature humaine. Et j'ai appris à sortir de là. Après, il y a eu différentes choses au niveau scolaire. Il y a eu après les crises dont on a parlé. La première crise, elle fait mal, comme on a dit, milliardaire à SDF en 18 mois. Ça fait mal, mais j'ai beaucoup appris.
Et chaque fois, ça a été des déclics. Le Covid a été un déclic, le subprime. Chaque fois, chaque épreuve difficile, et c'est peut-être si, grâce à ces quelques mots, je peux aider certaines personnes lorsque ça va mal, c'est que déjà, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et c'est justement lorsque ça va mal, c'est là où on apprend le plus. Donc plutôt qu'être là et se lamenter ou accuser, blâmer les autres, dites-vous comment je vais rebondir et soyez certain qu'après, vous allez rebondir en fait. Si vous avez le mindset de rebondir, vous allez rebondir. Et moi, c'est de chacun des échecs où j'ai le plus appris. Des victoires, au final, j'ai peu appris. Mais des échecs, il y a les gros échecs dont je vous ai parlé aujourd'hui. Mais après, il y a tous les échecs du quotidien qui se chiffrent par dizaines. Parce que je prends beaucoup de risques, je teste beaucoup de choses tous les jours. Et chaque fois, les déclics, j'en ai tous les jours. J'espère que j'en aurai encore des dizaines de déclics. Donc mon déclic, ce sont des déclics. Et tous ces déclics-là ont fait que je suis qui je suis et que je vais encore me prendre des murs, je vais encore failer, que je vais encore tomber, mettre un genou à terre, peut-être même deux. Mais c'est pas grave parce que j'ai l'habitude. Et pour moi, ça, c'est l'entraînement. Merci JC. Merci à toi, Alec, et merci à tout le monde pour l'écoute.